J'ai toujours été un grand angoissé, un grand stressé de la vie, hein. Ça vient un petit peu des 2 parents. Depuis ma vie d'adulte, je me suis toujours énormément pris la tête, toujours pris, les choses très au sérieux et donc moi je suis un ingénieur, hein, un ingénieur urbaniste, donc je travaillais, dans une politique très sociale, sur les quartiers en difficulté, en mairie et je prenais mon travail, très, très, très à cœur, peut-être un peu trop. D'autant qu'il y avait cette finalité sociale en fait, qui de fait mettait aussi une pression au-delà de toute la pression qui peut exister aujourd'hui dans un poste de cadre, d'aujourd'hui. Et bon, en fait, depuis longtemps, on m'a toujours dit: «Tu devrais te mettre au yoga, tu devrais te mettre à la sophro», j'étais là: «Ouais, ouais, il faudrait que je m'y mette» et puis en fait, quand j'aurai le temps, et bon, j'ai jamais pris ce temps. Et en fait, depuis des années, je pensais pas que le monde du travail serait aussi stressant. J'avais beaucoup aimé mes études et j'avais aucune idée en fait de à quoi ressemblerait le monde du travail. Je pensais pas que ce serait d'une violence psychologique et d'un niveau de stress aussi énorme quand on est un comme moi, voilà, hypersensible, très angoissé, très stressé, toujours à vouloir bien faire, à vouloir bien faire son travail, être très perfectionniste, beaucoup trop même. Et donc, très vite en fait, avec mes premiers postes, le stress, les réunions, la prise de parole en public, tout devient un gros enjeu en fait. Et et je me prends tout de suite vachement la tête et je me mets énormément la pression, alors que j'ai la chance d'avoir des chefs, très sympas, très bienveillants. C'est vraiment moi qui me mets la pression. OK, ouais, tu as déjà eu cette chance-là, faut vraiment le faire noter. Parce que ouais, moi j'ai une expérience, dans le monde professionnel où, justement, c'était les chefs où, c'était pas facile. Tu as qui aiment bien mettre un coup de pression. On est quand même dans un monde où la motivation, la plupart des gens, ils bougent vraiment que quand tu leur mets une pression. Et là, toi, justement, tu fais partie de ces profils, bah, déjà quand tu es hypersensible, globalement, tout est plus difficile. Enfin, ça a des avantages évidemment, mais bah, tu es différent et du coup, tu dois apprendre à vivre différemment. Et ce que la plupart des gens font, tu devras adapter. Et pour toi, ouais, justement, ouais, tu l'as bien dit, tu as un stress beaucoup plus profond. Je ne savais même pas que c'était ça qui t'avait amené du coup à l'alcoolisme. C'est super intéressant, c'est vraiment un sujet que je trouve passionnant aussi, le travail. Et parce que ouais, moi, j'ai pris un peu une porte de sortie par rapport à tout ça. Et toi, justement, tu es en train de chercher ta porte de sortie. Donc, bah, vas-y, dis-nous comment tu es arrivé jusqu'à l'alcoolisme? Du coup, ouais, pour reprendre un petit peu ce chemin, on aura sûrement l'occasion d'en discuter après un petit peu puisque j'ai analysé en fait. Après, je suis revenu à cette hypersensibilité, cette dépendance affective qui en fait est en fait le truc mère qui a tout structuré tout le reste. Effectivement, moi j'ai d'abord eu ces conduites addictives. Moi j'avais toujours été un bon buveur depuis l'école d'ingénieur qui m'avait un petit peu habitué à ça aussi, à faire beaucoup la fête. Et puis en fait, voilà, tu prends ton poste, tu arrives sur Paris, tu commences à avoir ta vie de jeune actif avec, tout le stress lié à tes rendus, tes deadlines. Sachant que moi, ça se passait bien avec mes chefs qui me mettaient peu la pression. La pression est structurelle, mais c'est presque au plus fourbe, en fait, parce que c'est pas une personne qui te met la pression, c'est la structure, en fait, c'est l'organisation même, en fait. Donc tu pas face à toi quelqu'un, en fait. Et moi, c'est vrai que mes chefs, ils avaient compris que j'étais quelqu'un qui se mettait tellement la pression tout seul que ça servait à rien de me la mettre et que c'était même contre-productif, en fait. Donc ils avaient plutôt tendance à mettre de la soupape et tout. Donc pour continuer, dès mes 25 ans, en fait, je commence à avoir des problèmes de sommeil, je commence à demander un peu au médecin: «Est-ce que je pourrais avoir quelque chose pour me détendre en termes de médicaments?» Donc c'est là que j'ai un peu commencé aussi à toucher pas mal, à toute la famille des benzos pour ceux qui connaissent, hein, donc les Xanax, des trucs comme ça, les petits trucs qui vont vous détendre avant la réunion. C'est ça le premier truc qui est arrivé, en fait, avant l'alcool, en termes, du travail et tout. C'est-à-dire, d'abord tu demandes à ton médecin: «Ah ouais, pour une grosse réunion, je voudrais avoir un petit comprimé». Puis en fait après, tu commences à vouloir le prendre à chaque réunion, puis après tu commences à vouloir le prendre tout le temps, puis après c'est le jour où tu l'as pas pris en fait, tu pas bien. Donc là pareil, tu installes cette première dépendance. Ouais, en fait, tu as commencé à vouloir prendre la solution facile, Mmh mh. qui était du coup, la médication, et tout ça, ça t'a amené vers, entre guillemets «l'automédication» Mmh. par l'alcool, qui est évidemment très mauvais et c'est justement, c'est un truc que je voulais aborder avec toi, la définition d'alcoolisme. Parce que tu en as qui vont dire: «Un alcoolique, c'est quelqu'un qui boit telle quantité par jour». Pour moi, un alcoolique, à partir du moment où c'est dangereux, c'est quelqu'un qui a un trouble et qui essaye de se soigner par l'alcool de manière consciente ou non. Et du coup, justement, comme tu nous expliques, que toi, tu as trouvé ta solution à ton problème dans l'alcool. Et au début, tu peux avoir l'impression que ça règle le problème, mais petit à petit, tu rentres dans une addiction où l'alcool commence à créer le problème. Et du coup, tu as plus ce problème, donc tu bois plus et tu rentres dans un cercle vicieux, quoi. Alors je dirais pas que tu fais ça en conscience en te disant: «C'est une solution». Tu sais que c'est pas une solution. Disons plutôt que tu achètes ta paix sociale et tu te dis: «Je le fais, provisoirement en at». Tu perds un peu, tu perds un peu le contrôle, en fait, des choses. C'est-à-dire que moi, comment ça s'est passé? J'avais toujours été un bon buveur cette dernière année. J'avais tendance à être celui qui peut terminer bien bourré en soirée, un peu plus que tous les autres. C'était aussi mes fréquentations, on avait une bande de copains avec qui on faisait ça et puis,
Puis un jour, en fait, j'avais dans le poste où j'étais, en fait, j'avais énormément de charges. Mon chef s'était barré, mon binôme s'était barré, je me retrouve tout seul. Heu, les délais sont impossibles, on est en veille municipale. Bref, je te passe les détails techniques, mais j'ai à la fois des tonnes de boulot à abattre et un niveau de stress monstrueux. Et du coup, ça commence en fait un soir où tu vois, tu rentres du boulot et tu te sers un petit verre pour décompresser, quoi. Ça commence toujours un petit peu comme ça, un peu insidieusement, pas méchamment, et puis ça s'installe en fait, ça s'installe. Puis un jour, tu peux commencer à peut-être pouvoir, boire un coup le matin avant même d'aller au boulot, tellement t'as pas envie d'y aller, tellement t'es stressé de la journée que tu vas devoir abattre. Tu sais que c'est pas une solution en fait, juste tu veux neutraliser ton stress en fait, Ouais. Et tu vois, tu dis que c'est pas en conscience, mais quand tu as commencé ta phrase, tu dis, en fin de journée, tu prends un verre pour décompresser. Donc même si tu pas conscient que c'est une solution, tu as conscience enfin, tu te dis que ce verre-là va t'aider à décompresser. Et après, en fait, vu que en conscience, on sait tous que l'alcool, c'est mauvais, c'est commencé à rentrer quand même dans la tête de tout le monde et tu commences à culpabiliser de prendre un verre et c'est là que justement, moi, je trouve qu'il y a un cercle vicieux. la culpabilité est pas encore venue trop tout de suite. C'est-à-dire qu'au début, tu te dis: «Bon, c'est pas grave, là, tu te bois un verre tout seul». Tu as conscience que c'est pas génial parce que tu as brisé une règle. C'est-à-dire que jusque-là, l'alcool, c'est un truc récréatif, c'est un truc festif. Donc c'est ou un truc de plaisir, tu te bois une bière le soir pour te faire plaisir, ou c'est voilà, vous allez avec les copains, vous sortez, vous buvez. Là, tu comprends quand même que tu es en train de faire un truc différent. C'est-à-dire que tu es en train de prendre une drogue, une substance biochimique pour te calmer, te déstresser, pour t'acheter un peu ta paix interne et mentale, en fait, parce que tu bouillonnes trop à l'intérieur et tu as trop de stress. Donc déjà, tu vois quand même que ce que tu commences à faire, c'est pas génial, mais tu te dis: «Ça va, là, j'ai bu un petit verre le soir, bon, c'est pas grave. C'est pas méchant, c'est provisoire, en ce moment, c'est le rush, ça va pas s'installer». Voilà, ça commence un petit peu comme ça. Et puis après, bah, ça finit par s'installer. Ah, là, on pourrait parler un petit peu de neurologie. Moi, j'ai un peu découvert ça après, mais ça installe des neurotransmetteurs, ça installe du circuit de la récompense. En plus, l'alcool a des effets dépressogènes et anxiogènes, c'est-à-dire que sur le moment, ça te soulage. Moi, j'appelle ça anesthésier ou neutraliser l'émotion ou la pensée, quoi. C'est-à-dire que sur le moment, d'un coup, t'es bien, t'es tranquille, le cerveau te lâche. Même tu vas être très joyeux, tu passes un bon moment. Sauf qu'après, sur le long terme, déjà, enfin, tu sens que tu en as toujours plus besoin et que si tu en as pas, tu supportes pas, le stress devient insoutenable, intolérable, ou la tristesse, ou toutes ces émotions entre guillemets «négatives», inconfortables. Et en fait, tu mets le doigt dans le pot de confiture. Et là, il y a un moment, voilà, une période où j'avais une grosse période de rush, où même j'ai pu mélanger aussi, d'autres drogues, ça se nourrissait. Et où là, en fait, tu te dis, moi, j'ai fait ça, presque dans une dynamique un peu sacrificielle. C'est-à-dire que j'avais 2 mois de rush avec, tellement, tellement de choses à abattre que je me suis dit quelque part, je m'en foutais un peu de l'image que j'allais pouvoir donner au travail parce que je savais que ça se verrait, ça se sentirait, ça s'observerait. Et pour le coup, j'en avais bizarrement sur ça, j'étais assez détaché. Moi qui suis toujours assez obsédé du jugement des autres. Parce que moi, ce qui m'importait, c'était de faire le job, de sécuriser mes assos pour qu'elles aient leur financement. Et quelque part, après, si c'est moi qui avais cette mauvaise image, quelque part, sûrement, c'était pas important pour moi. Donc je l'ai fait. Ouais, tu t'es fait passer après les autres et tu as mis toute ta priorité, tout ton focus sur le travail et tu t'es dit: «Tant que je fais le travail». Assurer la mission de service public. Voilà, faire que mes assos, elles aient des sous parce que derrière, les porteurs de projets, derrière, c'est les gens qui aident dans les quartiers à améliorer le quotidien des gens. On était dans une situation très critique au niveau social et je supportais pas l'idée qu'une aide qui pouvait être apportée ne le soit pas. Et donc j'ai pris sur moi et je me suis dit: «Ce sera 2 mois comme ça». C'est super intéressant parce que là, il y a plein de dynamiques qui rentrent dedans. Mmh. La contribution, justement, c'est un besoin qu'on a tous et c'est quelque chose qui peut être très enivrant, le fait de rendre service à quelqu'un d'autre. Surtout en général, quand tu es hypersensible, t'aimes bien, tu ce côté où tu aimes bien servir les autres. Faire le bien. Mmh. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, mais pour l'écologie, pour toutes les causes, Mmh. tu as qu'en fait, ils vont complètement s'oublier derrière la cause et commencent à vivre à travers cette cause-là. Et là, on est un comportement que je trouve dangereux et qui justement a été très dangereux pour toi. Tout à fait. Et donc en fait, donc il y a cette période, ces 2 3 mois, je fais complètement, n'importe quoi. Ça commence à s'associer, très vachement dans mes bureaux. Quelque part, je m'en fous, je fais ce que j'ai à faire. Et puis en fait, quand j'arrive enfin à la fin, j'ai tout assuré, j'ai tout rendu. Je te raconte pas à ce moment-là, je me nourris pas bien, j'ai perdu 10 kilos, je suis tout pâle, je fais peur à voir. Même beaucoup de collègues, sont très inquiets. Beaucoup déjà savent ce qui se passe et même ceux qui savent pas forcément sont très inquiets de me voir en me disant: «Mais tu es au bout de tes forces».
C'est vrai que j'étais dans une forme d'épuisement professionnel aussi parce que j'étais sous perfusion, un peu de la drogue et à côté je faisais plus que travailler en fait. J'ai fait que 3 mois à faire que ça, du matin au soir en fait et comme sous perfusion en fait, de ces substances, jusqu'à la limite de mes propres forces et au moment en fait où ça se calme enfin, bah, je me dis: «Bah, je vais t'arrêter» et en fait, tu as mis le doigt trop profond dans le pot de confiture et tu peux plus le sortir, en fait. Et là, tu comprends qu'en fait, tu es piégé et que là, la dépendance, elle s'est installée. On sait que l'alcool, de toute façon, c'est une des dépendances physiques les plus fortes et j'essaie d'arrêter de bricoler, puis je vois que j'y arrive pas, en fait et donc là, je vais devoir passer par une première période d'arrêt de travail qui va durer 2 semaines, une cure de sevrage, comme on appelle ça, en milieu hospitalier qui se passe, super bien pour moi, j'ai pas du tout de soucis, je l'accepte, c'est mon ex-compagne à l'époque qui s'était renseignée pour aller, trouver les structures pour faire le petit diagnostic et après être envoyée là-bas, avoir une place. Franchement, les 2 semaines là-bas se passent bien, je reprends du poil de la bête, je mange bien, j'ai beaucoup de visites, et puis, je me dis en sortant de là, je me dis: «C'est bon, je suis enfin voilà, je suis guéri, j'ai soigné le truc». Ça tient 2 semaines, puis au bout de 2 semaines, ça recommence. Tu rechutes, tu reconsommes. Et c'est quand tu es revenu dans ton milieu du travail ou c'est quoi qui a trigger entre guillemets la rechute? Ouais, en gros, j'ai repris le travail et au bout de 3 4 jours, en fait, direct, il y avait, avec le stress, en fait, tout revient et tu te rends compte que tu as absolument pas réglé le problème, en fait. Ouais, et puis il y a une grande importance dans l'environnement. L'environnement dans lequel tu es va beaucoup influer sur ton comportement. Et le fait de changer ton environnement et de régler le problème dans cet environnement-là ne veut pas dire que le problème, tu l'as réglé dans l'environnement où le problème est créé. Et pour moi, c'est un truc qui est lié au voyage. En fait, tu changes ton environnement, donc tu as plein de choses qui sont nouveaux, il y a plein de choses que tu mets de côté, mais ça sert à rien parce qu'entre guillemets, quand tu reviens, tu es toujours la même personne. Tu as vu changer l'environnement et tu pensais avoir changé, mais t'as pas changé quoi. En fait, tu te remets dans le même truc, les mêmes causes produisent les mêmes effets, en fait. Tu rien changé à cet environnement structurel qui implique ça. Donc du coup, ça tient très vite fait, sur le bénéfice un petit peu de ce que tu as fait et puis ça rechute. Après, on en parlera sûrement après, pour moi, ça, c'était la dépendance, fille d'une dépendance mère beaucoup plus importante et de toute façon, du coup, comme j'avais traité le cas pour moi que le symptôme, mais pas la racine, de toute façon, ça ne pouvait que rechuter, en fait. Ouais, en gros, tu avais réglé la dépendance chimique de l'alcool, mais tu pas changé les habitudes qui viennent de l'environnement, tu pas changé la cause. La cause elle était toujours là, ce qui t'a fait commencer. Ce qui t'a fait commencer, c'est pas le côté addictif de l'alcool. Ce qui t'a fait commencer, c'est le stress. Donc il y avait toujours cette cause-là. Les émotions, le fait de ne pas accepter finalement, de ne pas accueillir, de ne pas accepter, de ne pas supporter, en fait, ces émotions inconfortables, de peur, de tristesse, de stress, que en tant qu'hypersensible, tu ressens, tellement fort, tu as l'impression tellement plus puissant peut-être que la moyenne. Puis c'est aussi toujours tout ce qui a trait à cette obsession de l'image, du jugement des autres, à vouloir toujours bien faire, à vouloir tout assurer, à vouloir avoir la reconnaissance aussi, bien faire pour avoir cette reconnaissance parce que tu te nourris aussi de ça. Et bon, tout ça, on l'abordera, je pense, bien après. Plein de choses à dire aussi sur ça. Parce que ouais, je suis aussi hypersensible et pendant 17 ans, j'ai vraiment tout bloqué de manière entre guillemets naturelle, sans alcool. Mais genre, j'essayais de mettre de côté toutes les émotions, sauf quand il y avait le débordement et qu'elle prenait le contrôle. C'était assez drôle. C'est drôle avec du recul. Et c'est une rupture qui a créé tout ça. Et donc, justement, on va venir. On va peut-être terminer du coup sur ça, l'alcool. Comment tu as réussi à t'en sortir? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Du coup, en fait, moi j'appelle ça en fait, il y a eu l'année de la chute un petit peu, il y a eu l'année du combat, ça a duré à peu près 1 an, c'est-à-dire cette première cure, hospitalisation. Je ressors, je rechute un petit peu après, mais en fait, à ce moment-là, arrive le Covid et le confinement. Donc moi, je me retrouve à la maison, en télétravail et à temps partiel, en fait, parce que sur le temps que ça s'organise, en fait, plus de travail. Paradoxalement, moi, ça m'a fait du bien. Il y a des gens que ça a pas aidé du tout, notamment par rapport à ceux qui avaient des soucis de conduite addictive. Moi, ça m'a plutôt été sain pour moi et ça a tenu comme ça 2 mois. Je me fais un peu mon jardinage, je fais pas mal de trucs. Je trouve un équilibre sur le travail, je travaille plus qu'à mi-temps, donc forcément la baisse de charge est importante. Donc ça tient, puis en fait, très rapidement, en fait, dans les quartiers en difficulté, le Covid, ça a été une catastrophe du point de vue social, économique. Et donc en fait, on est obligé de construire des dispositifs, à partir de zéro. Et en fait, moi, je me retrouve en première ligne, parce que j'avais ce poste névralgique à devoir porter tout ça, et donc je repasse progressivement, la charge remonte, remonte, remonte et la pression qui va avec, les délais sont impossibles. Et ça finit un petit peu par,
je finis par me remettre à reconsommer, puis j'assure le travail. Jusqu'à un événement, souvent ça va se passer comme ça chez moi, c'est qu'il va se passer un truc qui va être le truc de trop, la goutte de trop. Là, en l'occurrence, c'était la mi-juillet, je m'étais sacrifié, j'avais renoncé à aller à un week-end avec, ma compagne, tous les amis en fait pour bosser en fait le week-end du 14 juillet, donc pour finir des dossiers. Et en fait, pour, des raisons que j'entrerai pas, les dossiers sont pas acceptés parce qu'on les rend, 10 minutes trop tard et le gars me dit: «Tout ce qu'on a fait, ça a servi à rien» et là, ça m'a fait péter un câble. Là, c'était un peu plus, on va dire un truc de burn-out, tu vois? Et là, j'ai craqué. Ça m'a saoulé et après ça, je suis remis en arrêt et là, je vais passer sur 3 mois d'arrêt. Je fais mes vacances, où je pars en vacances, ça me fait du bien, mais j'ai toujours de la conso, à moitié en cachette. Et après, nouvelle cure, une post-cure cette fois aussi, c'est-à-dire que tu viens consolider en gros, ton sevrage dans une structure où en vrai il se passe pas grand-chose et ça moi j'ai trouvé que ça servait à rien, mais bref. Et et puis là, finalement, là quand même ça va mieux. J'ai mis vraiment ça fait voilà, j'ai mis, 1 mois et demi d'abstinence, ça commence à être bien. Je reprends mon travail, c'est-à-dire qu'en fait j'arrête d'être arrêté, donc je reviens. Quelques jours comme ça, je vois des signes un peu bizarres comme quoi tiens, je suis plus dans des boucles, bon et en fait au bout d'1 semaine en fait le DRH, de là où je travaillais m'appelle pour me dire que j'allais être licencié. Voilà. Donc là, coup de massue, coup de poing dans l'estomac quoi et sentiment forcément, qui hypersensible qu'on s'en un sentiment d'injustice totale puisque moi j'avais l'impression d'avoir bousillé ma santé pour assurer mon travail et j'ai été remercié comme ça. Puis d'une façon en plus de communication que j'ai trouvé assez détestable et donc là ça me refait un peu, rechuter aussi et puis ce licenciement il va prendre 8 mois en fait à se faire. En fait, je vais être baladé, ça a été un montage en fait, on m'a fait une fausse réorganisation de service, juste pour m'évacuer. Entre-temps, il y avait eu un changement de maire, enfin bref, de la tambouille et donc ça va durer très longtemps, jusqu'au final on m'annonce ça en décembre et ce sera effectif en septembre. 2021. Mais finalement, après le choc passé, je finis par me dire que c'est un mal pour un bien, que cette mairie était assez toxique pour moi, que j'étais pas bien. Ça m'évite de démissionner quelque part. Je revenais, mais en vrai, j'avais pas envie de revenir. Je voulais décrocher. Donc, quelque part, ça me soulage un petit peu. Et puis, du coup, bah, je vais m'investir, comme je le fais souvent dans ces périodes-là, je vais aller m'investir dans du bénévolat, dans un café associatif. Un point intéressant aussi, du coup, par l'hôpital, m'était arrivé pour la première fois, du coup, tout ce que je devais faire depuis toutes ces années que j'avais pas fait, à savoir être initié à la régulation, gestion des émotions. On m'apprend de la TCC, je découvre la TCC, du yoga, de la sophro. Donc là, je suis initié à un certain nombre de pratiques déjà, méditation et tout ça, qui vont déjà me faire un premier travail important, en tout cas, sur apprendre à accueillir, comprendre les émotions, sur on va dire la strate que j'appellerais régulation, qui était nécessaire mais pas suffisante. Mais déjà, ça apporte beaucoup de choses en moi. Euh, Après ma dernière cure, je me dis c'était la dernière. Juste après, j'avais mon anniversaire et après ça, je rentre dans une période d'abstinence très solide. Et classiquement, tu as une période de 3 mois en fait qui est difficile, c'est comme ça, c'est statistique. Puis après, ça devient beaucoup plus facile. Et le fait d'avoir fait ce travail sur les émotions faisait que voilà, je m'étais accepté, que j'allais plus chercher cette solution et j'avais quand même fait un progrès dans cet aspect-là. Et ça se passe bien, tu vois? Puis en fait, c'était lié à plein de croyances aussi, tu vois? Cette question de l'alcool, c'est-à-dire c'est te dire: «Oui, mais si je bois plus, ma vie est finie, je m'amuserai plus en soirée, je serai différent des autres». Parce qu'il y a tout ce truc social aussi, tu vois? Ouais, et puis la différence des autres, en tant que hypersensible, c'est vraiment un sujet très, très important et les soirées, genre, il y a hypersensible, introverti, il y a quand même plein de types de personnes où, ce genre de soirée avec plein de monde, c'est difficile et c'est vraiment chiant et fatalement, mais quand tu refuses des soirées, toujours, les gens ne comprennent pas forcément que tu aimes pas le même type de soirée qu'eux. Mais ça, c'est toujours un truc que les gens ont du mal à vraiment beaucoup de mal à comprendre que les autres sont différents. Ils comprennent qu'ils sont différents dans le sens où ils vont pas faire les choses comme eux, mais ils pensent qu'à l'origine, entre guillemets, on est tous soit hommes, soit femmes. Déjà, t'en as qui font des distinctions sur ça, alors bon, il faudrait pas. Mais ils pensent qu'à l'origine, du coup, globalement, t'es un homme, t'as plein de points communs, et du coup, il y a plein de choses que t'as une même tendance à l'origine, tu vois. Et peut-être que t'as des choses qui vont t'amener à faire les choses différemment, mais c'est parce que tu veux, ou parce que ta décision, ou parce que plein de trucs, tu vois, plein de trucs entre guillemets très très cons.
Mais tu as plein de gens qui comprennent pas tout ce que ça veut dire, toutes les nuances de différence, toutes les nuances de tendance que tu as au fond de toi. Et après, ça va justement avec la mauvaise interprétation. Par exemple, toi, quand on t'a licencié, au début, tu l'interprètes comme quelque chose de très négatif. Après, tu l'interprètes comme quelque chose de positif. Et ce changement d'interprétation, en vrai, il fait tout. C'est toujours la question clé de l'interprétation, ne pas en faire ou en faire plusieurs, parce qu'en faire une, effectivement, des fois, le lendemain, tu te rends compte qu'en fait, tu peux tout voir sous un angle différent. Pour faire une petite aparté sur cette question de l'alcool et de la perception sociale de ça, effectivement, enfin, c'est très, très dur, effectivement, d'avoir cette étiquette, alcoolique qui vous fait passer pour quelqu'un de violent, d'incontrôlable, enfin, voilà, il y a une image très mauvaise, un peu comme tu peux trouver aussi sur les maladies mentales, quand vraiment il y a tout un imaginaire autour de ça. Et ça fait un stigmate qui est assez dur à porter. Donc forcément, quand tu arrives en soirée, moi j'y allais en fait, hein, je voulais pas non plus me priver. Mais c'est plutôt de me dire, je vais pas m'amuser. Quand je vais devoir dire, ah non, tu bois pas d'alcool, ah bon, pourquoi ah, j'ai un traitement en ce moment. Bon, t'as pas envie de mentir. En même temps, là, moi j'étais pas à un état où j'assumais encore complètement. Donc tu trouves un peu des stratagèmes. Et puis même en fait, tout ça, ça renvoie vraiment à des croyances. C'est-à-dire, je peux pas m'amuser en soirée sans avoir bu parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Je fais ça. Ça a toujours été comme ça, en fait, mais effectivement, j'avais jamais expérimenté et en fait, j'ai réappris à profiter d'une soirée, et que j'ai pas besoin de boire, en fait, pour être désinhibé, pour avoir, confiance en moi et tu vois, et passer une bonne soirée et rigoler, en fait, ou pour danser, en fait. C'était vraiment des croyances que j'ai déconstruites avec le temps et d'ailleurs même, tu vois, maintenant, pour la petite parenthèse, quand je vais à des soirées et que je vois des maintenant, c'est vrai que je vois ça avec pas mal d'empathie, en fait, de voir des gens qui se mettent la chouille comme s'ils avaient forcément besoin de ça et qu'ils terminent mal et tu vois, moi je me dis: «Bah, regardez, moi j'ai passé une bonne soirée, on pourrait et j'ai pas bu et pourtant regardez, je suis aussi actif que vous, aussi discutant, Ah ouais, mais tu vois, toute cette notion de réapprendre, Mmh. parce qu'en fait, au début, quand entre guillemets, tu connais pas, tu fais un peu comme tout le monde. Du coup, tu veux t'amuser comme les autres alors que tu as une façon différente. Je sais que moi, si jamais danser, c'est quelque chose de difficile pour moi parce que j'ai un besoin de contrôle. Mais si jamais j'apprenais à danser, vu que j'arriverais à garder le contrôle, je me sentirais plus. Moi, je sais pas, il y a plein de notions bizarres de légitimité, de plein de choses autour de tout ça qui font que si je fais quelque chose que je considère maîtriser, je vais pas me poser de questions par rapport au jugement des autres. Alors que lâcher prise, et donc danser, c'est beaucoup de lâcher prise. Il y a plein de choses super intéressantes dans la danse que j'explorerai plus tard. C'est un exercice très difficile pour quelqu'un comme moi qui est dans le contrôle. Et du coup, certaines personnes vont avoir plus de difficultés à faire des choses qui sont simples et naturelles pour d'autres personnes. Et donc, ils ont ce passage d'apprentissage qui est super important. Et tu parlais de la vision de l'alcoolisme. Moi, je suis dans un entourage où je suis dans une école d'ingé déjà où ceux qui boivent sont entre guillemets bien vus. Bien vus. Et ça, c'est très dangereux parce que du coup, t'as pas quelqu'un qui se met mais des races incroyables. J'ai un pote, au bout de 2 heures de soirée, il est out. Il fait un coma quelque part. Et ça, c'est pas. Genre, tu vois, évidemment, t'as plein de gens pour qui ça va être mal vu, notamment beaucoup de filles. Mais la partie vraiment de l'école, dans l'école, l'entourage de l'école, c'est très accepté ça. Bah, c'est cool, c'est être cool, c'est des gens cool, c'est les rigolos, c'est ceux qui font des conneries. Mais moi, c'était pareil en école, hein, et d'ailleurs, j'étais pas le dernier à faire un petit peu ça, même si je connaissais mes limites. Mais après, effectivement, ça se renverse une fois que tu arrives dans le monde du travail et dans cette autre société. Là, les regards changent complètement, quoi. Il y a cette espèce d'image sociale. Et tu vois, arriver au professionnel avec une étiquette d'alcoolique, en fait, tu peux ne pas être pris au sérieux, tu peux faire le meilleur travail du monde. Ouais, mais toi, je sais que t'es ça et en fait, t'as cette espèce de faiblesse et de stigmate. Alors moi, je sais que je m'étais pris un peu la tête sur ça. Finalement, la problématique s'est pas trop posée. Après, c'est aussi que t'entends tout et n'importe quoi, en fait, sur l'alcool, au sens où on dit toujours: «C'est une question de volonté, Les gens connaissent pas bien, en fait, tu vois, les ressorts, en fait, de l'alcoolisme. Qu'est-ce qui se passe, en fait, que c'est des choses neuronales, que ça développe des choses et qu'en fait, c'est très, très complexe, en fait, que ça bousille tout le corps et que tu peux avoir toute la volonté du monde. En fait, le truc clé pour se sortir de l'alcool, c'est accepter que tu vas souffrir et c'est ça qui est un peu dur, en fait et moi, je trouve que ça demande tout le monde a la volonté, enfin, aucun alcoolique n'est là: «Ah non, moi, je veux continuer à être alcoolique». Enfin, qui dit ça? Mais par contre, ça demande, moi, je trouve, une forme de courage à un moment. Mais je dis ça pour tous ceux qui avons travaillé sur ça, hein, parce que tu te dis, ça va être difficile. C'est-à-dire quand je vais arrêter, ça va être de la souffrance, ça va être de la souffrance physique, psychologique et donc il faut accepter passer par cette phase de souffrance que tu sais pas combien de temps qu'elle va durer, surtout la première fois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois et puis après, ça passe, puis après tu regrettes pas, puis après tu es bien, en fait. Mais il faut l'accepter. Tu sais que ce qui est marrant, c'est que je sais pas si c'est parce qu'on a quelques années d'écart, mais moi justement, mon pote qui boit beaucoup, il disait que, bon évidemment quand il est avec des collègues, il fait attention pour boire un peu moins, mais par exemple, il était dans un grand groupe, il s'est retrouvé à boire plus que les autres
Et il s'est aussi retrouvé à boire avec le manager du secteur, tu vois, genre, et avoir des opportunités parce que en soirée, il est intéressant parce qu'il boit beaucoup. Et mais surtout que moi, genre, mon école d'ingé, c'était du bâtiment. Et dans le bâtiment, c'est relativement bien vu de boire, quoi. Donc il y a tout cet aspect-là. Et sinon, la souffrance, mais vraiment, pour moi, c'est la clé, la souffrance. Parce on cherche tous, de manière inconsciente, à éviter de souffrir. Sauf que déjà, on ne le décide pas forcément. À un moment donné, tu souffres. Et quand tu touches le fond, en général, c'est là que les gens travaillent. Les gens ne vont pas travailler parce que ils se disent, dans quelques années, ça va les aider, quoi. Ils ne voient pas assez long terme. Mais quand ils sont au fond, ils vont se retrouver à faire des choses qu'ils pensaient être incapables avant, mais juste parce qu'ils n'ont pas le choix, quoi, c'est tout. Tout à fait. Donc vaste travail, mais on peut s'en sortir et ça se fait bien. On a la chance en France d'avoir, des structures d'accueil, remarquables. Tout est gratuit en plus sur ce genre de trucs, c'est pas comme aux États-Unis donc mais voilà, c'est un chemin. Il faut savoir aussi, pour la petite parenthèse aussi, que le sevrage de l'alcool, c'est la seule drogue dont tu peux mourir, en fait. C'est-à-dire que si tu arrêtes de consommer du jour au lendemain et que tu bois beaucoup, tu peux mourir du sevrage, en fait. Ça peut te faire des maladies mentales, voire, une crise d'épilepsie. C'est pour ça que quand tu dois arrêter de boire, on te dit, si tu dois être hospitalisé dans 2 semaines, tu as ta place, tu continues de boire jusque-là, parce que le sevrage brutal peut te tuer, en fait. C'est la seule drogue qui fait ça. De toute façon, l'alcool, c'est vraiment la drogue dure qui est en circulation, c'est quelque chose, hein. Mais bon, c'est aussi quelque chose qui est dans culture et patrimoine et moi, je voudrais pas l'interdire aux gens. Mais c'est quelque chose et d'ailleurs, on a vu, mais je crois que c'est chez les femmes notamment que ça a énormément augmenté la consommation, Ouais, ça devient de plus en plus accepté. Mais c'est vrai que, et justement, on en a déjà parlé, du fait que quand tu dis que tu bois pas, tu as toujours la question comment ça se fait, tu vois. Alors qu'on ne devrait pas avoir à justifier, ça devrait pas être normal. Moi, genre, mon père, toujours, il me demande tu veux pas un petit verre, tu vois. Et genre, ouais, moi, c'est pas que j'ai pas eu d'expérience comme toi. C'est juste que j'aime pas le goût de l'alcool, tu vois. Et donc, pour lui, un petit verre de vin, c'est quelque chose qui est agréable au niveau du goût, moi, non. Et du coup, il me dit mais pourquoi tu bois pas un petit verre? Mais pourquoi je boirais un petit verre? Genre, tu vois, à la limite, ce genre l'orangina, c'est du sucre, c'est quelque chose que j'aime bien. Je vais en boire de temps en temps, même si ça fait longtemps que j'en ai pas bu. Mais l'alcool, vraiment, pour moi, j'ai aucune raison d'en boire. Et t'as cette croyance aussi qui est que c'est un goût qui s'acquiert. Genre, t'aimes pas le vin tout de suite, mais ok, tu vas boire plusieurs vins et à un moment donné, tu vas pouvoir boire du vin et entre guillemets te la péter en société. Enfin, genre, c'est n'importe quoi ça. moi, j'apprenais que bon, le vin pour le c'est la petite parenthèse, moi aussi au début, j'aimais pas et après j'ai appris vraiment à apprécier et maintenant, tu vois, quand je revois le goût, ça m'attire pas du tout. Mais c'est culturel en fait. En France, c'est vrai qu'il y a une place, ça fait voilà, tu fais un repas de famille, tu la bonne bouffe et puis il y a les bouteilles de vin et c'est vrai que si tu bois pas, les gens sont là: «Tiens, il boit pas, c'est bizarre». Enfin, ils vont pas forcément t'embêter. Mais tout le monde, est là: «Tiens, c'est étonnant, il est pas musulman, je sais pas», tu vois? Enfin et tu des trucs comme ça aussi où ouais, t'as l'impression que ça te met un stigmate, en fait. Mais pourquoi tu bois pas, même quand tu vas au bar, en fait, que tu regardes un Coca, t'as l'impression que le mec te dit: «Un Coca? Ah bon? Oh là là, la petite fiotte», tu vois? Enfin, je caricature un peu, mais il y a un peu de ça aussi des fois. Il y a un côté où moi j'ai déjà fait ça, j'étais au bar et je voyais quelqu'un qui demandait un Diabolo Grenadine. La première fois, tu vois, ça fait bizarre, mais il fait ça tout le temps, tout le temps. Et quand il réfléchit, tu vois, je trouve que c'est quelque chose de très courageux. Mais moi, j'ai un peu poussé le truc, où des fois, je le fais genre juste pour provoquer, tu vois. Genre, tout le monde prend une bière, je pourrais prendre une bière, il y en a quelques-unes, genre ça va. Ça va être des bières fruitées, il y aura forcément des réflexions aussi. Mais des fois, tu vois, genre pour le «plaisir» entre guillemets de chercher un peu cette différence, je vais justement prendre un Diabolo Grenadine, pour chercher je suis quelqu'un qui provoque un peu. Ouais, moi, j'aime bien faire ce genre de truc aussi, ouais. Mais du coup, cet alcool finalement et ces conduites addictives, en fait, tout ça partait, en fait, d'une technique de régulation des enfin, ou de non-régulation des émotions, voilà, de les neutraliser. Donc, avec tout ce travail effectivement qui a été fait, là je vis une première renaissance, là c'est assez intéressant. Hem, L'abstinence se passe bien, tu vois? Je passe le cap et puis là arrive, plein de nouvelles envies, de nouveaux projets, une soif de nouvelles expériences, la créativité qui revient, cette fameuse créativité qui revient. D'ailleurs, on avait eu une discussion avec ma compagne, je lui disais: «Je comprends pas quand j'avais, 8 ans, quand j'étais jeune, j'étais hyper créatif, je dessinais, je faisais des Lego, enfin j'étais hyper créatif». Et je lui dis: «Mais je comprends pas, elle est passée où cette créativité?» Et à un moment, elle m'avait posé cette question, «Ça fait combien de temps, que tu consommes de l'alcool, des trucs, et d'autres trucs et tout?» «Ouais, depuis tes 20 ans et depuis combien de temps ta créativité elle a disparu?» Elle fait: «Ouais, corrélation, Je dis: «Ouais, enfin, il y a quand même un petit peu il y a peut-être un peu quelque chose de cet ordre-là». Alors, on peut peut-être pas réduire à ça puisqu'il y a eu une phase aussi un peu de retour de la confiance un peu naturelle, en fait, de soi.
Et ouais, il y a plein de choses. Pour moi, c'est aussi, quand tu es jeune, entre guillemets, tu es beaucoup plus libre et plus tu grandis, plus tu rentres dans des cases, plus tu rentres dans un cadre, dans une société. Et moi, ouais, pendant longtemps, j'avais perdu ma créativité aussi. Quand j'étais petit, je faisais du dessin. Je suis pas non plus super créatif, hein. Et justement, moi, je me suis vraiment séparé de plein de choses de la société. Et bah, quand j'ai commencé à faire ça, tu vois, tu as la créativité qui vient, tu as envie de faire plein de trucs. J'ai toujours eu beaucoup d'idées quand même. Mais j'ai quand même eu une phase où, quand j'étais plus enfermé dans plein d'attentes autour de moi, où vraiment, enfin, je trouve que je faisais pas grand-chose. J'ai toute une partie de ma vie que je trouve très fade, par rapport à surtout, ce que je vis depuis 1 an, quoi. Ouais, tu peux finir par te brider et tout ça, hein. Et j'ai perdu mon petit fil par rapport à ce qu'on me disait. Vas-y. Tu parlais de ta créativité qui revenait, ta compagne qui te parlait d'alcool et ouais, du coup, tu retrouvais ta créativité, tu commençais à avoir des projets? Ouais, plein de projets et puis un l'autre truc intéressant qui se passe, c'est un peu la notion de projection. C'est-à-dire qu'en fait, entre mes 25 et mes 30 ans, en fait, jusqu'à ce que je rentre dans mes problèmes, je m'étais jamais, je voyais pas loin, en fait, tu vois? Il y avait, bah, avec ma compagne, qu'on vive ensemble, organiser les vacances, les week-ends. Puis tu vois, la semaine, finalement, c'est un peu le tunnel où tu vas aller boire un coup avec les copains dans la semaine et puis te mettre la chouille le samedi soir et quelque part, tu te satisfais un peu de ça te suffit, en fait, cette vie-là, sans que tu vas forcément plus loin. Les enfants, tu te dis: «Ouais, ce sera pour après 30 ans» et puis, en fait, finalement, moi, je rentre un peu dans mes problèmes, on va dire, à 29 ans. Je vis toute cette difficulté, puis je reviens un peu à 31 ans, tu vois? Donc de l'autre côté des 30 ans, donc déjà il y a ce cap de il y avait les enfants en fait que je m'étais dit: «Ce sera pour après 30 ans» et surtout entre-temps, il y a eu le covid et le confinement et moi, il se trouve que dans mon entourage social, là, plein des bébés qui sont apparus de partout, beaucoup de copines ou de copines de potes enceintes et moi, ça commence un peu à se réveiller en moi et puis en fait, je commence à avoir envie de me projeter. C'est-à-dire que ça m'a quand même amené à faire cette 1re phase d'introspection m'a amené à quand même à mieux identifier ce que je voulais, ce que je voulais plus, ce à quoi j'aspirais, un peu mes rêves et là, je commençais à avoir, un peu une envie de projection vraiment à court, moyen, long terme. C'est-à-dire que je commençais à avoir un horizon. Il y a aussi que je suis beaucoup allé dans la nature à ce moment-là. Je me suis beaucoup ressourcé dans la nature et finalement, c'est un peu la nature qui est devenue une espèce de drogue naturelle, au sens positif du terme, quoi. Ce truc de se ressourcer dans la nature parce que j'y ai retrouvé beaucoup de ressourcement après ce que j'ai pu vivre aussi. Je suis allé faire des randos de 10 jours, des choses que j'avais jamais fait et où tu ressens justement un peu cette paix, cette harmonie, que voilà, moi je vivais aussi en plein centre de Paris. Je saturais un petit peu de ça aussi, les temps de transport, et cetera, le métier qui me satisfaisait plus et du coup vient cette envie de se projeter avec ma compagne, de commencer à dire les enfants parce qu'on n'en avait jamais vraiment parlé, et je me rends compte qu'en fait on n'avait jamais vraiment parlé. En fait, je réanalyse plein de choses du passé et là je me dis: «Bah oui, en fait, là, j'ai envie de voir un peu loin», tu vois? Et un peu dans la durée, quoi, dessiner un peu un chemin, en fait et et c'était compliqué parce que ma compagne est sortie de cette phase où je lui avais fait vivre des années très difficiles et elle a été incroyablement courageuse. C'est-à-dire elle est restée à mes côtés, combien se répartit, et le quotidien terrible qu'elle a dû vivre d'être avec un alcoolique, j'ose même pas imaginer et ça c'est quelque chose, même aujourd'hui avec tout le travail que j'ai fait, qui me fait toujours ressentir encore du regret, de la culpabilité, voilà, d'avoir, mis toute cette inquiétude, sur la personne qui va au travail. Elle ne sait pas le soir dans quel état elle va vous retrouver, si vous êtes même pas en coma, enfin, c'est cette épée de Damoclès permanente, qu'il y a sur votre compagnon et la personne avec qui vous partagez votre vie, c'est terrible et elle a été là, elle a été soutenante, elle m'a jamais culpabilisé et je lui suis infiniment reconnaissant pour ça. Mais pour elle, effectivement, ça a été très, très dur et quand on sort de ça, le problème quelque part, c'est que moi, finalement, j'ai très vite, en fait, après cette dernière cure, en 3 mois, je revis complètement, je suis plein d'énergie, j'ai une soif de projet, d'expérience, j'ai envie de me projeter. Je commence déjà à réfléchir à la reconversion et tout ça, à explorer plein de pistes et ma compagne, elle, dans ce que j'ai ressenti, c'est qu'elle a pris elle a eu un peu le contre-coup. J'ai noté ça que dans la vie, en général, c'est vrai que quand tes proches sont pas bien, tu as tendance à être fort pour eux et puis le jour où forcément ils vont mieux, bah, c'est toi qui décompense un peu et qui lâche du lest, en fait. Et elle a eu un petit peu ça et elle, du coup, elle était pas dans une phase, elle était vraiment dans se projeter. Elle voulait juste déjà qu'on retrouve un peu un quotidien et une vie normale, quoi. Ouais, le changement qui était peut-être un peu trop rapide, mais globalement, c'est un processus qu'il y a toujours. Si tu as quelqu'un qui est mal, il y a un peu un commun accord qui se fait qu'ils vont s'occuper de celui qui va le plus mal et l'autre, il va mettre ça de côté
Et après, en fonction de ce que tu mets de côté, des fois, juste le fait de mettre de côté, ça fait que ton mal, tu vas complètement l'oublier, il va disparaître. Ou des fois, mais dans des cas un peu plus poussés comme le tien, le changement brutal, ça peut être. Le changement, c'est toujours quelque chose de très difficile. Et moi, là, du coup, c'est vrai que j'avais une soif de changement, mais un peu sur tous les aspects, quoi. C'est-à-dire que je ressors de là et moi, j'ai envie de changer de travail et de métier. J'ai envie de changer d'environnement parce que j'arrive quand même à la conclusion que, OK, j'ai fait tout ce travail sur moi, j'ai appris à mieux réguler, accueillir mes émotions et tout. Mais j'ai quand même aussi cette pensée de me dire, il y a quand même des environnements qui sont plus anxiogènes que d'autres et d'autres qui sont plus paisibles que d'autres. Et que clairement, quand on est comme moi, très stressé, hypersensible, l'environnement parisien et le quotidien parisien est pas ce qu'on fait de mieux, quoi. Quand tu es déjà un peu speed, nerveux, stressé et tout, ça aide pas, quoi. Donc il y avait aussi cette idée aussi de changer d'environnement et d'aller vers un cadre de vie plus sain, plus harmonieux, avec vraiment la nature, tu vois? Beaucoup plus de nature, moins de monde et donc il y a tout ça, quoi, qui arrive. En plus même le désir de parentalité aussi qui commence à naître et donc du coup, on interroge, forcément l'autre en disant, «Est-ce que tu as réfléchi?» Mais forcément la personne de là où elle sort, elle peut pas effectivement se projeter sur ça et alors là, ça c'est quelque chose que je comprendrai après en fait, que moi je n'ai absolument à avoir des réponses, à être rassuré d'ailleurs, avoir un voilà, c'est quelque chose qui allait venir et tout et en fait, on était dans un espèce de cercle vicieux où, elle avait d'abord besoin que je me restabilise un petit peu pour pouvoir se reprojeter avec moi parce que ça avait été très dur de se projeter avec moi après ce que je venais de vivre et moi, par exemple, pour me stabiliser, j'avais besoin qu'elle m'offre et qu'elle me rassure qu'on se projette ensemble en fait, donc en fait, ça tournait complètement en rond. Ouais, tu cherchais un peu à te stabiliser sur elle, et elle, elle était pas stable, donc elle voulait pas prendre ça, quoi. Ah oui, me stabiliser, mais reprendre un poste ici, sachant que j'aurais envie de déménager, non, construisons un peu un projet de vie, et dans ce cadre-là, je me stabiliserai. Elle, c'est: «Ah non, pour construire, réfléchir à ça, moi, j'ai besoin de te voir d'abord stable, retrouver un travail, qu'on retrouve une routine, un quotidien un peu classique, un petit train-train de couple, en fait», hein, on peut dire ça comme ça et je comprends qu'elle aspirait à ça, après ces 2 années qu'elle avait vécues ou qui avaient été un voilà, sur le plan sentimental, on n'avait plus du tout une vie de couple normale, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, il se passe un peu tout ça. Et on est, à peu près donc, à l'hiver dernier. Alors là, ce qui se passe aussi, ce qui m'arrive aussi, c'est que, bah, du coup, on m'avait mis en place un antidépresseur quand même, pour m'aider justement à gérer un peu le stress, au début de l'abstinence. Donc j'avais un antidépresseur depuis 9 mois et moi j'étais là en mode: «Bah, je suis bien, je suis confiant là, je suis hyper assuré». J'avais une phase de d'hyperactivité, hypercréativité sur laquelle je m'interrogeais pas trop. J'étais là: «C'est génial, j'ai plein d'idées, je déborde de projets», mais je partais vraiment dans tous les sens et mon entourage m'alerte pas forcément, tout de suite dessus, tu vois? Mais moi je me sens bien, tu vois? Et tu vois, je me souviens du nouvel an, je danse, même ma compagne me dit: «Tiens, mais tu danses et tout» et bah, ouais et pourtant j'avais rien pris et ça c'était une des premières fois comme quoi c'était possible et tout et tu es content de dépasser un peu ces croyances, de te dire: «En fait, c'est vraiment une limite mentale que je me fixe quoi, que j'ai besoin de ça pour faire ça, quoi» et et en fait, c'est l'antidépresseur, en fait, alors ça peut arriver chez certaines personnes, ça te déclenche ce qu'on appelle une phase hypomaniaque qui est un des états de la bipolarité. C'est l'état up de la bipolarité, qui en général, voilà, il y a les phases, up, hypomaniaque, maniaque et puis il y a les phases down où on va être dans la dépression. Mais en fait, techniquement, c'est pas de la bipolarité, c'est un état bipolaire qui est généré par l'antidépresseur, ça peut arriver et du coup, moi, on finit par en parler avec, la psychiatre qui me suit et on décide moi, je voulais l'arrêter, en fait. J'étais là: «Bah, ça va bien, je veux pas garder un médicament, hop, on le squeeze, quoi» et en fait, on l'a sevré très brutalement et alors là, ça m'a provoqué des sautes d'humeur très violentes et je me souviens d'un soir après un week-end, parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans des lubies, des obsessions. J'avais décidé que je voulais aller à Marseille parce que j'ai plein de copains là-bas, j'ai vécu des trucs là-bas et je m'étais, et je mettais une pression à ma compagne énorme, en fait, sans consensus, moi, je souhaite partir là-bas, je veux pas faire un hiver de plus à Paris. J'en pouvais plus de Paris, c'était devenu physique et je pense ma compagne, pour elle, c'était un peu une lubie ou une envie, mais en fait, avec le retour, c'était vraiment un besoin, en fait. Là, on était vraiment dans le registre du besoin, le truc sur lequel tu peux pas, quoi et et du coup, en fait, un soir, en fait, je me mets en colère, tu vois, suite à une succession d'événements et je me fâche vraiment très fort contre ma copine. Enfin, je me dis des mots, c'était assez théâtral, quoi et moi-même, très vite, en fait, je me rends compte: «Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Cette colère-là, c'est pas moi, en fait» et je me rends compte qu'en fait, j'étais dans cet état hypomaniaque, quoi et ce qui finit et à l'époque, c'était pas clair. On se demande si je suis pas bipolaire parce que j'ai une maman qui est bipolaire.
Donc là, à ce moment-là, ça devient très compliqué avec ma compagne et puis en fait, on est dans une espèce d'impasse, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai cet appel du large, j'ai envie de partir, mais je veux qu'on reste ensemble, en fait. Moi, dans mon idée, c'était, bah, s'il y a pas d'autre solution, je vais vivre dans une ville de province le temps que tu me rejoignes et je préfère qu'on soit à distance bien parce que moi, Paris, je peux plus et mais je veux pas qu'on se sépare, en fait. Je t'aime et je veux qu'on reste ensemble, en fait. Mais elle, elle veut pas de ça, et en fait, on est dans une impasse, quoi. Et en fait, plane au-dessus de moi, au-dessus de nous, finalement, la résolution de l'équation qui paraît la plus simple, c'est la séparation, en fait. Moi, ma compagne, je l'aime profondément et je veux pas qu'on se sépare. Je me projette toute ma vie avec elle et du coup, je commence à chercher un peu désespérément des solutions, donc là, pendant ce temps-là, je fais ma con j'ai écrit mon blog entre-temps, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Juste, dans cette phase hyper créative, j'ai cet appel de l'écriture, cette envie de partager donc puisque voilà, moi j'étais, urbaniste, mais ma passion de toujours, c'est l'histoire-géographie, c'était ma matière préférée. J'ai toujours adoré ça, c'est le truc où je vais lire, plein de trucs, regarder tout le temps des documentaires. J'avais donné des cours aussi, et donc là, voilà, je passe le cap. J'ai vraiment cet appel d'écrire. J'ai toujours aimé écrire, mais là, je passe le cap. Je crée mon blog, je commence à produire des articles, c'est une grande réalisation pour moi et je théorise pas trop ce que je fais, c'est-à-dire juste, je le fais en fait, voilà. Ça me semble, logique et donc j'écris, j'écris, j'écris et puis en avril en fait, et là c'est un truc intéressant en termes de symptômes caractéristiques de la dépendance affective, mot que je découvrirai que encore plus tard, quelques mois après. Ma compagne devait partir au Costa Rica avec une amie, pour 2 semaines de vacances et en fait, elle part donc le jour où je passe mon permis pour la première fois et j'appréhendais ça depuis des semaines, voire des mois. C'est-à-dire que ma compagne qui va prendre l'avion, moi, j'ai cette peur que l'avion se crache, et que, elle meure et en fait, moi, l'idée, en fait, que de la perdre, en fait, m'est insupportable et j'ai cette vision alors qu'au début, je pensais qu'elle était de l'ordre du romantique, de se dire: «Moi, je veux mourir avec elle», tu vois? J'aurais presque été le mec qui aurait fait l'aller et le retour avec elle dans l'avion parce que comme ça, si on meurt ensemble parce que la vie sans elle m'intéresse pas. Il faut savoir aussi que à cause de mes soucis, notamment avec l'alcool, on s'est brouillé et fin de la relation avec, mon meilleur ami, de l'époque voilà, qui me met à distance puis qui se sépare de moi. Ce que j'ai vécu à l'époque comme une rupture, en fait. Je l'ai vraiment vécu comme une rupture. C'est que pour moi, l'amitié, c'est un truc qui était presque peut-être au-dessus de l'amour. C'est un truc éternel, quoi et ça avait été le premier truc. J'avais mis beaucoup de temps à m'en remettre. Après, il y a la perte du travail. Et donc quand on arrive à cette période-là, en fait, dans ma tête, il y a un peu plus que ma compagne, quoi. C'est-à-dire que j'ai un peu tout perdu. La sphère, enfin, plein d'autres amis, mais c'était un ami avec qui on était vachement dans la fusion aussi. Tu noteras des trucs justement, pas par hasard. Donc je perds ça, je perds mon métier. Donc il y a eu le deuil, de l'amitié, le deuil de mon métier. Puis finalement, en fait, je m'étais recentré un peu, plus sur ma relation, sentimentale, quoi, avec ma compagne. Donc ça faisait presque 10 ans à ce moment-là qu'on était ensemble. Et je me dis: «Il faut pas que je la perde, en fait». C'est ce qui me reste de plus précieux. Moi, j'avais toujours considéré que, elle était mieux que moi, en fait, ou qu'elle était plus pure, plus saine, que c'était une meilleure personne que moi. Avec aussi cette espèce de pensée de se dire, «Si elle m'a choisi pour être son compagnon, c'est que je dois être aussi peut-être un peu une bonne personne, je suis peut-être quelqu'un de bien parce que cette personne qui est un peu un "ange" entre guillemets, m'a choisi pour être son compagnon». Il y avait des visions un peu comme ça qu'à l'époque je voyais avec un peu quelque chose de romantique, mais qu'en fait aujourd'hui je me rendais compte à quel point c'était malsain comme type de pensée. Tu mets le pied sur un vrai problème. Par exemple, dans Roméo et Juliette, enfin, il y a plein de choses qui sont absolument pas sains dans un couple, qui sont romancés, rendus jolis, rendus romantiques, alors que c'est que des trucs qu'il faudrait fuir. Toi, tu étais dans une phase où tu vivais plus vraiment ta vie, tu étais juste quelqu'un qui aidait la vie de ta compagne, parce que tu considérais qu'elle était mieux sous tous les points, que de toute façon ta vie, elle valait pas vraiment le coup d'être vécue, autant tout miser sur ta compagne, et que c'était elle qui donnait toute la saveur à ta vie, quoi. Ouais, c'est-à-dire que jusque-là, c'est plutôt elle qui s'était, moi j'ai avec ce côté hypersensible qui va toujours, décharger ses émotions, sur l'autre, c'est-à-dire, quand tout le temps le stress, l'angoisse, j'étais toujours en partage avec elle et voilà. Pour moi, c'était le fait de se décharger émotionnellement, c'est-à-dire que ma pauvre compagne, elle devait gérer, mes angoisses en plus des siennes, mes émotions en plus des siennes, mes sautes d'humeur, et qu'un coup je vais faire la gueule. On y reviendra sur la dépendance affective, mais voilà, toute prise de distance, la jalousie, tout ce qui peut aller avec cette forme d'attachement anxieux. Et c'est plutôt elle qui avait porté pour moi et c'est plutôt elle qui a souvent, historiquement un peu,
voilà, qui s'est plus calé sur mes besoins que plus les siens. Je pense que c'était peut-être aussi quelque chose de sa personnalité, d'aller peut-être de ces profils qui vont tendance à aller toujours au-devant des besoins des autres en négligeant un peu les leurs. Et donc peut-être qu'on était 2 pièces du puzzle qui s'associent bien parce que moi j'avais toujours des besoins que j'allais chercher la satisfaction à l'extérieur où je comptais sur les autres pour m'aider à y répondre et des personnes qui ont tendance à aller au contraire au-devant des besoins des autres. Donc peut-être que c'était 2 pièces du puzzle qui finalement, il se trouve, s'ajustaient bien jusqu'à un certain point. Et là, il se passe autre chose justement. Là, à ce moment-là, je j'ai la peur absolue de la perdre. C'est-à-dire que je vois cette motivation qui perd, je veux pas la perdre parce que je l'aime et donc là, tu as et l'amour, vraiment l'amour véritable et aussi cet attachement, qui est à l'œuvre et on sait très bien que plus on lutte contre quelque chose et quand on est absolument gouverné par une peur, ça va forcément finir par arriver. Donc la peur d'être quitté en fait, qu'elles veulent qu'on se sépare, qu'elles m'annoncent la séparation. Parce qu'à cette époque-là, du coup, quand elle part au Costa Rica, je rate mon permis ce jour-là et là, je tombe en dépression. La première fois que j'avais déjà fait des petits épisodes dépressifs, mais là, je m'écroule sur moi et je comprends pas ce qui m'arrive et je fais: «Mais putain, ça ressemble à vraiment, ce truc ça ressemble vraiment à une dépression» et là, c'est méchant et voilà, avec le recul, je peux me dire: «C'est pas un hasard que c'est au moment où ma compagne est à 10 000 kilomètres de moi, de l'autre côté de la terre et où je viens de subir un échec qui était sans que le permis, c'était un peu le truc qui me donnait l'impression d'avancer sur ma vie, sachant que tout le reste était compliqué, mais bon, au moins il y a un truc qui avance. Bon, bah, là, je le rate, échec, il y a tout qui revient à la tronche. En plus, la personne qui me rassure d'habitude n'est pas là et là, bam, écroulement, quoi et après ça, en fait, elle me fait comprendre que, voilà, parce que moi, elle me disait: «Tes besoins, toi, tu les connais bien, t'as eu énormément de temps pour travailler dessus. Moi, avec le travail, j'ai pas forcément le temps de réfléchir à mes besoins, à me projeter». Et donc à un moment, elle prend ce temps, elle me dit: «Voilà, bah, moi, je souhaiterais rester sur l'Île-de-France, là, à mon nouveau poste» et donc moi, je fais: «OK, j'entends», c'était n'importe quoi à l'époque où je te disais, «Faut me suivre là-bas, c'est là-bas et par ailleurs et OK, tu as tes besoins, j'ai les miens, on va essayer de réfléchir à un compromis» et puis même moi, je commence à me dire, après tout ce qu'elle a fait pour toi, tout ce qu'elle a enduré pour toi, tout ce sacrifice qu'elle a fait pour toi, tu peux bien te sacrifier 1 an, 2 ans à rester sur Paris, à retrouver un travail sur Paris pour elle, en fait, le temps que ça aille un peu mieux, que ça se décante et puis après vous reconstruirez quelque chose. Mais en vrai, j'étais pas bien à Paris et d'ailleurs le blog, c'était un peu ça aussi quelque part. Je m'enfuyais de la réalité de cet appartement dans lequel je souhaitais plus vivre. J'étais vraiment pas bien et je voulais partir. Mais je me dis: «Non, non, non, tu restes. Tu te forces à rester, pour ton couple, pour ta compagne» et même je me forçais même à aller reprendre un travail dans ce domaine où je voulais absolument pas aller et j'avais refait des candidatures et je savais que c'était n'importe quoi, que je ne voulais absolument pas y aller. Donc j'étais dans l'auto-sabotage, j'étouffais mes propres besoins. Bah, après, de toute façon, tu avais accepté la notion de sacrifice. Et à partir du moment où tu acceptes de te sacrifier, forcément, ça part en couille. C'est quelque chose qui est un peu trop accepté. Bah, pareil, se romancer le fait de se sacrifier, c'est très malsain. Et de se dire que, ok, tu as des attachements qui font que parce qu'elle a fait ça, tu dois faire ça. Moi, je suis contre toute forme d'attachement. Je trouve que c'est forcément malsain. Et en général, le sacrifice, c'est pas si simple que ça. Il y a plein de raisons qui font qu'elle t'a aidé dans ta période difficile. Ça lui a apporté aussi quelque chose à elle. Ou simplement, c'est parce qu'actuellement, c'était trop dur pour elle d'arrêter. Et à un moment donné, elle a choisi la solution de facilité pour elle. Tout ce qu'elle a fait, elle ne l'a pas fait uniquement pour toi. Effectivement, tu as un facteur qui a joué. Mais moi, je suis d'avis que les gens sont toujours responsables. Quand tu travailles sur quelque chose, tu travailles sur toi. Il faut se... Bah pareil, c'est des estimations que tu fais. Tu considères qu'elle s'est sacrifiée. Est-ce qu'elle s'est vraiment sacrifiée ou pas? Qu'est-ce qu'elle a retiré de cette relation? Enfin, globalement, dès qu'on parle du couple, c'est beaucoup plus complexe que ça. Tu disais aussi que c'était de l'amour véritable. Je trouve que c'est quelque chose qui peut aussi être mis en question. Parce que tu as cette notion d'attachement, de dépendance, à partir du moment où c'est un besoin. Pour moi, on sort de l'amour. Pour moi, l'amour, en fait, ça se limite pas. Un vrai amour se limite pas à une seule personne. Je vois l'amour comme une cascade que tu as en toi. Et quand tu entretiens cet amour avec toi-même, tu as de l'amour pour toi. Et il est tellement fort qu'il va ruisseler tout autour de toi. Mais un amour que tu limiterais à une seule personne, pour moi, ça peut pas être de l'amour. C'est autre chose, ça. Mais justement, parce que... et en plus, je suis en train de réobserver tout ça, parce que je vais écrire un livre sur le sujet, parce que c'est... Bah pareil, nous deux, c'est des souffrances. Toi, tu as eu l'alcoolisme qui t'a lancé un peu plus dans cette route. On va y parler plus tard, sur ton développement personnel, ta rupture, t'as fait faire des bons énormes. Et moi, tout a commencé justement aussi avec une rupture. Parce que cette souffrance, ça peut être très bénéfique. Parce que tu observes plein de trucs derrière. Et dans nos relations, on avait tous les deux une jalousie. Tu as des gens qui disent que
tu as des gens qui pensent que la jalousie, c'est quelque chose de sain. Notamment parce qu'ils peuvent l'observer chez leurs parents, parce que tu peux l'observer chez des gens autour de toi. Tu dis la jalousie, c'est sain? Non, c'est jamais, jamais la jalousie, c'est sain. Il y a toujours un autre problème, ça vient pas de l'amour, la jalousie. Je suis d'accord, de toute façon, c'est ce qu'on dit, si je tiens à la personne, c'est normal, c'est parce que je t'aime que je suis jaloux. Non, ça veut dire que tu fais pas confiance, en fait, si tu es jaloux et la confiance, c'est un des piliers, de l'amour. Alors juste effectivement, je suis d'accord avec toi, hein, sur, l'amour véritable. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, tu tombes amoureux, t'aimes une personne pour ce qu'elle est, en fait, pas pour ce qu'elle t'apporte et pour le fait qu'elle satisfait tes besoins au départ. Donc il y a toujours cet amour vraiment profond de la personne pour ce qu'elle est, mais se développe aussi avec le temps, effectivement, cette espèce de trouble de l'amour et donc vraiment le trouble de l'attachement, où là, finalement, à la fin, ça peut être plus aussi la personne, tout ce qu'elle t'apporte, c'est cette dépendance que tu as vis-à-vis d'elle qui vient s'ajouter et qui vient même parasiter, même devenir plus importante, en fait. Pour moi, c'est plus complexe que ça, parce que déjà, c'est difficile de voir vraiment une personne. Quand je dis ça veut pas dire que tu aimes qu'une personne, hein, je pensais par rapport à cette personne. Et je veux dire, même si tu regardes tous tes proches, tous les gens autour de toi, qu'est-ce que tu connais vraiment? Si tu fais comme ça un jeu où tu vas sur des sujets pointus, que tu essaies de voir si tu comprends vraiment cette personne, que tu la comprends vraiment, tu verras dans ton entourage, c'est même pas sûr qu'il y ait une seule personne comme ça, tu vois. C'est quelque chose de difficile auquel la plupart des gens n'ont pas accès. Et déjà, en fait, pour moi, c'est le grand problème des mots. La plupart des gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un mot. Et ils ne comprennent pas le pouvoir que ça a un mot. Quand tu dis cette personne-là, c'est ta copine, à partir du moment où tu mets cette étiquette sur ta tête, elle va acquérir tout ce qui va avec cette étiquette de copine. Donc dans ta tête, tu vas lui associer des choses sur elle, des choses qui ne sont pas à elle, des choses que toi tu portes. Mais c'est vrai pour tout. Quand tu dis je t'aime à quelqu'un, la personne va comprendre le mot dans sa définition de je t'aime. Alors que toi, tu as souvent une autre définition de je t'aime. Alors, pour tous les mots qui sont beaucoup utilisés, les gens n'ont pas tous les mêmes définitions. Et il y a des malentendus qui se créent comme ça, qui fait que tu crées plusieurs images. Notamment, on parlait d'hypersensible. J'ai vu un extrait où tu as quelqu'un qui dit je suis HP, mais tu vois, je dirais jamais que je suis au potentiel. Parce que j'ai toujours aux gens je suis HP. Parce que la personne ne se sent pas au potentiel et personne ne se sent au potentiel. Tu vas jamais dire à quelqu'un je suis au potentiel. Parce que déjà, si tu dis je suis au potentiel dans une pièce, la moitié des gens, voire plus, vont te détester. Si tu dis je suis HP dans une pièce, la plupart ils s'en foutent ou ils vont comprendre quelque chose, tu vois. Mais ça aura un sens différent parce que cette force haut potentiel, j'ai un meilleur potentiel que le tien, les gens sont beaucoup dans la comparaison. La puissance de ces mots-là change tout. Alors que dire HP, ça sera entre guillemets plus soft, ça n'aura pas la même force autour de toi. Alors que globalement, pour certains, les deux veulent dire la même chose. Et t'en as beaucoup qui ne le comprennent pas. Justement, moi j'ai vu ça, un extrait sur TikTok, où c'était deux streamers qui comprenaient pas du tout ça et qui se foutaient de sa gueule. Et bref, c'est un des grands problèmes, les mots. Les gens pensent que parce que tu dis un mot, tu veux dire tel truc, alors que dans la vie, on devrait toujours demander qu'est-ce que tu veux dire. Et pareil, quand tu parles de dépendance affective, pour moi, c'est ce que j'appelle un grand mot. Dépendance affective, tu as ton sens qui, en plus, toi, a été très travaillé. Tu as des gens en face qui vont lire et vont dire ok, il a une dépendance affective, du coup, il a vécu ça, ça, ça. Oui, de toute façon, tout est relatif, hein, et la dépendance affective, on pourra voir un petit peu, peut-être que tu me demanderas, quelle est ma vision et ma définition de la dépendance affective. Et c'est pareil, hypersensibilité pour, aller rebondir dans ton sens, maintenant, tout le monde se dit qu'il est hypersensible et d'ailleurs, on se rend compte que des fois, il y a des gens, ils sont hyposensibles et ils prennent ça pour l'hypersensibilité. Enfin, en vrai, c'est des termes qui sont assez à la mode et je suis d'accord, au potentiel, ça fait tout de suite volonté de distinction sociale, alors que puis même, en fait, tout ça renvoie à des formes d'intelligence et en fait, on a tendance, cette société, c'est vraiment l'intelligence logique qui l'emporte, alors que c'est une forme d'intelligence, mais il y a l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence pratique, enfin, il y en a tellement. Et bon, c'est le système scolaire aussi, notamment, qui met l'intelligence logique au-dessus de toutes les autres. J'ai une anecdote où je parlais moi, de quelqu'un que j'adore, de Carl Jung, qui, pour moi, c'est avant tout un penseur. Il était psychologue, psychiatre. Je parlais de lui et d'intelligence émotionnelle. Et là, il y a quelqu'un qui a trouvé le moyen de me dire que de ne pas utiliser le mot intelligence émotionnelle et Jung, parce que pour lui, l'intelligence émotionnelle n'existe pas chez Jung. Mais tu vois, il n'a pas utilisé ces mots-là, il ne l'a pas dit pour lui. Et moi, je lui dis, mais c'est absurde. Parce qu'en fait, cette personne ne reconnaît pas l'intelligence émotionnelle, elle pense que les gens qu'elle admire la reconnaissent pas non plus. Parce qu'elle pense qu'elle les connaît, etc., parce qu'elle les admire. Non, ça marche pas comme ça. Et il se trouve que Jung, c'est une conviction, il aurait adoré le terme d'intelligence émotionnelle. C'est quelque chose qui n'existait pas, mais pour lui, il l'a toujours dit, il a introduit des fonctions cognitives dans le traitement d'informations. Pour lui, soit tu as un fonctionnement qui est rationnel, soit tu as un fonctionnement qui est émotionnel, pour aller dans les grandes lignes vraiment. Donc, vraiment, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose que Jung a introduit
pour moi avant tout le monde. Mais bon, parce que voilà, parce que je l'admire, parce que pour moi c'est le meilleur, etc. Plein de choses autour de tout ça. Et pour lui, justement, il nous dit que ce qu'on cherche, c'est un équilibre des fonctions. Donc, le but ultime pour Jung, c'est d'avoir un raisonnement qui est à la fois émotionnel et rationnel, parce que lui, il a cette valeur sur ça. Et tu as plein de gens qui projettent plein de choses. Jung, c'est quelqu'un qui est très mal compris parce que il n'est pas volonté d'être compris. Mais bon, petite parenthèse. Ouais, bah, de toute façon, c'est comme, on pense toujours qu'on prend des décisions de façon, très rationnelle et tout. En pratique, la plupart des décisions, se font sous un angle très émotionnel. Tu as un coup de cœur pour un appart, tu avais tes petits critères et tout, puis au final, en fait, non, tu as un coup de cœur pour celui-là, puis ça se trouve, ça respecte pas tes critères. Puis on sait aussi que maintenant, là même, je sais plus où j'avais vu ça, que dans tous les postes de haut manager et tout, maintenant, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle qui les intéresse. Quelque part, leur intelligence logique, ils s'en fichent un peu, c'est pas la vérité. C'est des gens qui savent travailler avec les autres, qui savent percevoir les émotions des autres, leurs limites et qui vont bien s'adapter à ça, qui savent lire en fait. C'est aussi parce que l'intelligence, c'est très mal compris. On parle d'intelligence émotionnelle. Il faut déjà comprendre que dans les écoles d'ingénieurs, tu n'apprends pas quelque chose t'apprends pas un skills pratique. De toute façon, tout ce que tu dois utiliser dans ton métier, quasiment, tu vas devoir réapprendre à le faire. C'est pour ça qu'on s'en fout qu'on soit de ce qu'il était fort à l'école ou pas. Enfin, voilà, tu vois, genre, ce qui va compter, c'est la capacité à apprendre. C'est quoi son mécanisme, comment il essaie d'apprendre. C'est des choses un peu plus complexes qu'ils vont chercher derrière tout ça. Mais en vente, ils savent très bien l'importance de l'émotionnel. Le micro que tu as, je l'ai acheté, c'est pas un achat qui est rationnel. Quand je l'ai acheté, je savais très bien, j'ai recherché toute la matinée, est-ce que je prends celui-là ou pas? Et je suis tombé sur une vidéo qui était géniale, c'était vraiment la fin, où il disait, son titre de la vidéo était super accrocheur, il disait: «L'achat de ce micro-là est absolument pas rationnel, c'est absolument pas un besoin, vous aurez rien de plus. Pourtant, vous allez quand même l'acheter». Mais c'est tout simple parce que tu as quelque chose. Quand ils ont créé ce micro-là, quand ils ont créé tout ce qu'il y a autour, il y a tout un tas de choses autour de ce micro-là qui est le plus utilisé, qui est censé être le meilleur micro, mais parce qu'il y a des traitements audio, plein de choses que en soi je pourrais atteindre la même qualité sonore sans ce micro-là, mais le fait de porter ce micro-là, de te voir toi avec ce micro-là, pour moi, il y a une dimension de plus, il y a quelque chose de plus professionnel. Et même quand je l'utilise, enfin vraiment, quand j'utilise ce micro-là, je suis comme un petit enfant parce que je le kiffe, tu vois. Ouais, là, ça nous renvoie à nos feelings c'est comme tu veux fonctionner à l'intuition et tout, des fois, il y a des choses, c'est plus difficile à saisir en fait, ce genre de choses. Ouais, parce que bah justement, Jung introduit tout ça. Tu as ta fonction principale et l'autre fonction, elle est dans l'inconscient. Quand c'est dans l'inconscient, la plupart des gens, ils n'arrivent pas à y accéder. Et tout le processus de Jung, ce qu'il veut mettre en avant, c'est justement se creuser pour aller chercher l'inconscient. Et ce travail que je fais, et notamment bah, parce que Jung s'est relié au MBTI, ses travaux ont été vulgarisés dans le MBTI. Et du coup, tu en as qui se limitent avec les fonctions. Et moi, du coup, je suis un INTP, mais qui a une fonction, ma dernière fonction, la FE, qui est très développée. Et tu en as certains qui le voient, que j'ai cette fonction FE qui est forte, qui est très très rare chez un INTP, parce que j'ai fait ce travail, parce que j'ai cette recherche. Et justement, on parlait d'hyposensibilité, que les hyposensibles sont potentiellement hypersensibles. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Pendant toute mon enfance, avant 17 ans, ma vie était fade parce que je bloquais toutes mes émotions. Donc, je pouvais apparaître comme hyposensible. Et en plus, j'étais dans ma famille, ma sœur est hypersensible et, et on a beaucoup joué aux opposés. De la façon dont on a été élevé, ça s'est fait un peu comme ça. On se ressemble dans l'essence. Dans l'essence, on est quasiment pareil. Même physiquement, on se ressemble. Il y a plein de choses qu'on fait pareil. Mais petit à petit, on a acquis un comportement qui va aux opposés. Mais moi, assez récemment, justement avec mon travail, j'arrive à me séparer de tout ça, à voir tout ça. Et en fait, moi et ma soeur, on est tous les deux hypersensibles. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'on a tous les deux les yeux bleus, alors que mes parents, pas du tout. Euh, et du coup, travailler sur plein de choses, découvrir, redécouvrir plein de choses. Moi, j'avais une hyposensibilité apparente parce que j'étais hypersensible. Quand les émotions sont fortes, le réflexe facile, c'est d'essayer de les bloquer. Quand tu bloques tes émotions, moi, je vois ça comme un courant qui passe à travers nous. Ok, tu crées un barrage. Sauf qu'à un moment donné, tu as ce qu'on appelle un débordement émotionnel où l'arrivée d'émotion est trop forte. Elle va casser le barrage. Mais du coup, tu as vraiment l'émotion qui va prendre le contrôle. Tu vas te faire complètement emporter par ce courant. Et quand tu bloques tout, tu vois les émotions que dans le débordement émotionnel. Donc, tu les vois que comme quelque chose de négatif qui prend le contrôle. Surtout quand tu es quelqu'un qui aime le contrôle comme moi. Tu vois ça comme quelque chose de particulièrement négatif. Tu crées des barrages de plus en plus forts. Et donc, fatalement, quand tu as un débordement émotionnel, il est de plus en plus fort. Globalement, quand tu vis une vie normale, enfin, sans te prendre la tête, ça peut ne pas être gênant. Tu auras une vie fade, vraiment, ta vie, elle est chiante, mais c'est pas grave. Quand tu es en couple,
Là, par contre, fatalement, tu as des débordements émotionnels qui peuvent être constants, notamment à la phase de rupture. Et c'est pour ça que moi, ma relation, première relation, ça a été le début de tout mon éveil. Parce que la rupture, il y avait du débordement émotionnel et quand tu as un problème qui est émotionnel, tu peux pas le régler de manière rationnelle. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, tu es obligé d'aller voir l'émotionnel. Et donc, tu es obligé de faire cet éveil. Mmh. Et d'aller creuser très loin dans ton fonctionnement et tes programmations. Mmh. Bah, on arrive un petit peu à cette partie-là et ce chemin effectivement et ces réflexions, sur lesquelles j'ai travaillé dans les mois suivants puisque la rupture, et l'annonce de la séparation finissent par arriver et et du coup, bon là, sans dans le détail, hein, je passe classiquement par les différentes phases, un état de choc, enfin un état de tu comprends pas ce qui se passe en fait au départ, tu es juste dans le choc puis au bout d'un moment en fait, au bout de 2 semaines je me souviens là, les mots affectueux disparaissent, la distance commence à se faire apparaître et là je comprends que c'est réel. Là ce qui se passe c'est que j'ai une rechute, dans les produits, voilà, moi la métaphore que j'ai c'est que j'avais une digue très solide, mais que en fait je me suis pris un tsunami émotionnel et qui a tout balayé, tout fait sauter quoi. J'étais designé pour une force 8, je me suis pris une force 15 quoi et et donc ça balaie tout. Et là, je commence à avoir vraiment des idées noires. C'est-à-dire que là, en fait, dans ma tête, je me dis, «J'ai perdu, celle que j'aimais plus que tout au monde. C'était un peu tout ce qui me restait. La vie sans elle m'intéresse pas, en fait, je ouais, en fait, voilà, je voulais vivre toute ma vie avec elle et enfin, c'est quoi la vie sans elle, en fait? Pour moi, ça n'a pas de sens, quoi». Et bon, le fait que je prends des produits en plus vont majorer, et les idées, et les envies et la facilité à passer à l'acte et voilà, je finis par commettre l'irréparable et heureusement, voilà, avec des médicaments, mais bon, je finis, voilà, je vomis, ça foire, c'était assez prévisible apparemment d'ailleurs. Mais dans ma tête, c'était tu vois, j'ai fait ça presque dans nos petits, avec les photos sur mon cœur, j'avais écrit une lettre, c'est-à-dire que vraiment, il y avait autre chose aussi de très fort. Il y a le fait que tu as perdu celle que tu aimes et il y a le fait qu'en fait tu l'as fait souffrir. C'est-à-dire que dans ta tête, elle te quitte parce que tu l'as rendue malheureuse et tu l'as fait souffrir et donc en plus tu te dis: «J'ai rendu malheureuse et j'ai fait souffrir celle que j'aime plus qu'au monde et elle me quitte» et en fait, c'est juste insupportable cette culpabilité, cette truc de se dire que tu as fait souffrir la personne que tu aimes le plus au monde et que c'est pour ça qu'elle en arrive à ce choix-là, quoi et et donc voilà, après, en juillet, je suis à l'hôpital et quand j'arrive à l'hôpital en étant à moi, j'avais cette métaphore, carbonisée de l'intérieur, c'est-à-dire que l'enveloppe physique est vivante, mais à l'intérieur, tout est brûlé. C'est un champ de ruines, il n'y a plus rien. Je sais plus qui je suis, je sais plus voilà, ma vie j'ai plus de vie, ma vie s'est écroulée, je suis vivant, mais je sais plus quoi faire, quoi et alors là, ces 2 semaines d'hôpital, c'est la première fois que je vis en pleine conscience la rupture. C'est-à-dire que jusque-là, en fait, j'avais eu l'état de choc, puis après j'étais dans les substances qui m'avaient, comment dire? Trafiqué un peu les pensées, qui m'avaient anesthésié, quoi. Là, j'ai tout qui me revient dans la tronche, quoi. Genre, OK, tu viens de perdre ta compagne, tu retouché à ces saloperies dont tu étais solidement abstinent et en plus, tu essayé d'attenter à tes jours, quoi. Genre, et tu débarques comme ça à l'hôpital et alors là, ces 2 semaines d'hôpital, moi, j'ai l'impression qu'elles ont duré, mais 200 jours et là, j'ai vécu une souffrance, un niveau de souffrance émotionnelle, mais tellement insoutenable que forcément, je me suis posé des questions. Enfin, j'étais juste dans la souffrance totale, quoi et tu te dis, je veux dire, j'ai pas de blessure physique et pourtant, mais je souffre, c'est à vouloir en crever, c'est horrible, quoi et Plus dans l'hôpital, t'as pas de distraction. Parce que je sais que moi, pendant la rupture, bah, j'avais quand même les cours, j'avais le prépa, j'avais plein d'obligations. J'étais en plus, à ce moment-là, j'étais en internat, ce qui était assez rare pour moi d'avoir autant de gens. Et du coup, tout le temps, tu portes un masque, tout le temps, tu te caches tout ça. Moi, j'avais cette phase où, pendant longtemps, en gros, toute la semaine, ça allait bien en apparence, parce qu'il y avait tout le temps des gens autour de moi. Il y avait juste des moments, bon, après, quand elle est venue dans mon école, en fait, là, fatalement, quand je la voyais, tu vois, fatalement, il y a des trucs, genre, tu vois, tu as de la colère, il y a des choses que tu peux pas cacher. Mais sinon, pendant un an, j'étais en internat, je cachais quasiment tout le temps. Et il y a juste le week-end, quand je rentrais chez moi, qu'il y avait personne. Et là, je ne saurais pas dire si c'est une dépression ou pas, mais ça s'y apparente fortement, quoi. ouais, là, c'est ça, tu es dans une forme de c'est même plus, dépressif parce que et ouais, en fait, les journées
sont interminables. C'est-à-dire que tu es à l'hôpital, tu as rien à faire et chaque minute est une minute de souffrance, quoi. Et, alors tu navigues un peu entre les états, les phases plus de tristesse, des phases un petit peu de colère des fois. Puis tu te dis, en plus avec la façon dont ça s'est passé, enfin, on se remettra jamais ensemble, quoi, c'est sûr, quoi. Je veux dire, avec ce qui vient de se produire là, la séquence et tout, genre c'est terminé, quoi. C'est mort et enterré et je l'ai perdu à tout jamais, quoi. Et donc là, forcément, après, ça ouvre le travail de deuil. Et là, en fait, assez rapidement, je commence à aller un peu sur YouTube, aller regarder les vidéos sur la rupture, un domaine très riche, où il y a eu beaucoup de choses qui ont été produites, que jusque-là, j'avais jamais été amené à regarder. En tout cas, pas dans voilà, pas dans cette période de ma vie d'adulte. Et je vois apparaître un mot qui revient souvent en regardant un peu dépression amoureuse, c'est le terme de dépendance affective. Et je vais voir ça, et là, quand même, je vois on explique des signes, des mécanismes dans lesquels, quand même, je me reconnais, quoi. Et alors après, moi, c'est vrai que j'ai eu cette chance d'avoir tout de suite été orienté vers ce que je considère étant des personnes ressources très bien. Vraiment par un hasard, des rencontres et tout. On m'envoie très vite sur le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures. Le concept de blessure me parle pas mal. Mais surtout, on m'envoie voilà, vers une chaîne qui s'appelle Autonomie affective, qui écrit un e-book qui s'appelle Guérir du mal d'amour, de la dépendance, autonomie affective, et qui explicite un peu vraiment le concept et un peu ce que serait un peu un amour sain et une façon, le bonheur en amour, en fait, et qui introduit déjà la notion entre attachement et amour. Et là, en fait, j'identifie cette dépendance affective. Et là, en fait, dans les mois qui suivent, je vais énormément travailler sur ça et m'intéresser après à plein d'autres concepts et me rendre compte qu'en fait, cette dépendance affective, en fait, c'était la dépendance mère. C'est-à-dire que l'alcool, les médicaments anxiolytiques, tout ça, en fait, c'était des dépendances filles, en fait, qui venaient de la première, en fait, qui n'étaient finalement que des symptômes, en fait. Que cette dépendance affective, voilà, pour moi, c'est comme ça que je la vois, c'est le fait de ne pas assez s'aimer soi-même et de penser qu'on est toujours abandonnable, toujours quittable et d'aller toujours chercher chez l'autre, à l'extérieur de soi, la réponse à ses besoins et comme si on était une personne incomplète, carencée, en amour, et qu'en fait, on a besoin des autres qui viennent nous apporter de l'amour, qui viennent un peu boucher nos trous. On n'est pas capable de le produire nous-mêmes, en fait. Et donc c'est ce truc d'aller toujours chercher chez les autres, en fait, et donc après finalement tu te retrouves à leur mettre, en fait, les clés de ton bonheur et de ton bien-être dans la main, en fait, ce qui est une énorme responsabilité qu'ils n'ont pas demandé d'ailleurs et qu'ils n'ont pas exercée. Et c'est ça, en fait, il faut me rassurer quand je suis angoissé. Alors après j'ai fait le lien avec la forme d'attachement anxieux puisque pour moi tout ça vient de là, en fait, cette forme d'attachement anxieux qu'on développe, en fait, dans ces 2-3 premières années, qui laisse penser qu'en fait, on a toujours cette peur qu'on est abandonnable, qu'on n'est plus aimable, que en fait, du jour au lendemain, et donc on va s'attacher, on va s'accrocher. Et un truc, par exemple, que typiquement, les pensées affectives, tu supportes pas, c'est le moindre signe de distance. Moi, c'est vrai que j'ai réanalysé toute ma vie d'adulte, parce que j'ai pu constater qu'elle s'était pas manifestée que dans la sphère sentimentale. Alors forcément, c'est une des relations les plus abouties. Donc forcément, c'est elle qui va montrer le plus de choses. Mais dans l'amitié, dans plein d'autres choses, en fait, même dans le travail, j'ai pu constater que c'était la dépendance affective qui était à l'œuvre dans le travail, ce besoin de reconnaissance, de ne pas vouloir se fâcher avec les autres, de cette obsession du jugement et de l'image des autres, que les autres viennent dire « Ah, c'est bien ton travail, pour te valoriser ». Dans les amitiés aussi, cet ancien ami, on avait une relation très fusionnelle et il y avait de la dépendance affective aussi qui était à l'œuvre. C'est toujours dans une relation amoureuse que tu as ce qui est le plus fort. Donc ça va être plus facile de voir. Mais tout ce que tu vois avec n'importe qui, hein, si tu vois avec quelqu'un moi, par exemple, si jamais tu as un problème avec quelqu'un qui prend trop de place dans une conversation, c'est que ce problème, en fait, il vient de toi. La personne en face, elle met juste ça en lumière. Et dans une relation amoureuse, elles vont juste mettre plus fort en lumière des problèmes qui existent partout. Et moi, ouais, je sais que les relations amicales, c'était assez difficile parce que justement, comme toi, la jalousie dans une relation amicale, c'est difficile. C'est pas forcément quelque chose qui se comprend et c'est pas forcément quelque chose qui a de sens, quoi. Bah ouais, c'est ça, t'as deux copains, tu te rends compte qu'ils se sont vus, tu vas être jaloux, ah, ils se sont vus sans moi, ils n'ont pas invité, mais enfin, on va se voir. Toi, des fois, il y a plein de fois où tu as peut-être vu ce copain et l'autre était pas là. Et puis, en fait, ce truc, surtout que chaque chose qui est interprétée comme une forme de mise à distance ou d'une toute petite prise de distance de quelqu'un dans une de tes relations, et en fait, ça monte en intensité
Et dans la disproportion que ça va faire comme réaction chez toi en fonction de l'importance que tu mets à cette relation, donc tu vois, de l'ami, la connaissance, le collègue, jusqu'à dans ton couple, ton compagnon, ta compagne. Et en fait, là, tu es là, en fait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Et tu fais des films, tu fais des scénarios mentaux. Et puis, ouais, tu as du mal à supporter que cette personne elle s'investisse à d'autres endroits, même si tu sais que c'est bien pour elle et qu'en fait, tu vas développer des fois des petites jalousies un peu débiles. Et ouais, en fait, moi, je sais, tu vois, par exemple, tu écris à quelqu'un, il te répond pas, et tout de suite, tu es là: «Mince, pourquoi il me répond pas? Il me fait la gueule, est-ce que c'est peut-être par cause de ça?» Et tu pars et tu rumines sur des trucs alors qu'en fait, ça se trouve, la personne, il y a 1000 raisons qui peut expliquer qu'elle te répond pas, tu vois? Et c'est tout le temps comme ça et toute cette énergie que tu dépenses. Et alors, je trouve que c'est la double peine, typiquement dans un couple. Ça arrive d'avoir des moments où on a envie de se recentrer sur soi, on a envie d'un peu de distance, c'est pas et en fait, on se dit toujours: «C'est contre moi». Alors que c'est pour la personne, en fait, c'est pas forcément contre soi, c'est pour elle, en fait. Elle a besoin d'être recentrée pour elle, elle a besoin d'un peu de distance. Ça nous arrive tous, un couple, c'est fait de, ouais, à un moment, tu veux un peu de liberté, à un moment, tu reviens. Et toi, en fait, tu vas analyser ça. Ah mince, elle prend de la distance. Et qu'est-ce que tu fais? Tu viens de raccrocher. Et donc, en fait, c'est la double peine. Parce que non seulement, du coup, la personne veut être tranquille. Et donc, toi, tu viens à la coller. Donc, tu respectes pas son besoin de distance. Et en plus, elle se dit, il respecte pas, il n'est pas capable de voir mon besoin de distance. Il le respecte pas. Et donc, tu t'interroges et tu finis par douter de votre compatibilité, du fait que c'est. Et donc, en fait, c'est d'un niveau de contre-productif. Et donc, tu fais que provoquer tout ce dont tu as peur, en fait. Et non, c'est marrant parce que ça m'avait rappelé un truc que je voulais aborder. C'est, tu disais, par rapport au fait de se connaître. Il y a le fait aussi que les gens évoluent. Cette notion d'évolution, elle est très mal comprise. Je pense que, pour moi, c'est juste qu'au fond de nous, on est globalement toujours la même personne, mais cette notion d'au fond de nous, elle est difficile à comprendre. On a des tendances qui sont naturelles, mais c'est camouflé par plein de conneries, plein de masques que tu peux porter. Et notamment, moi, ce qui se passait dans mon couple, c'est que j'étais en apparence très collant. Alors que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de distance. Je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de se recentrer sur soi, d'être tout seul, de prendre du temps pour moi. Pourtant, dans mon couple, j'apparaissais comme quelqu'un de collant. Parce que, en fait, ma peur d'être abandonné était tellement forte que ça prenait le dessus sur mon besoin de solitude. Et du coup, j'étais tout le temps avec. Quand je pouvais, j'étais tout le temps avec elle. Mais genre, des fois, par exemple, on passait une semaine, moi, j'en pouvais plus. Mais d'un autre côté, je pouvais pas non plus ne pas être avec elle, quoi. Et donc, c'est cette chose qui me faisait déjà apparaître comme quelqu'un que je ne suis pas, et qui aurait pu changer après. Mais surtout, mon comportement à moi qui allait à l'encontre de mes besoins à cause de cette peur à la con, quoi. Ah, mais la peur de l'abandon, c'est vraiment quelque chose, quoi, la puissance que ça peut avoir. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que sur cette période, justement, les 2-3 mois qui précèdent la rupture, je me rends pas compte, je suis gouverné, toutes mes décisions sont gouvernées par la peur de l'abandon. Et à aucun moment, sur le moment, tu t'interroges sur le fait que tu te rends compte que tout ce que tu es en train de faire, c'est de la pure connerie, ça n'a aucun sens. Tu ne fais que nourrir ce que tu cherches à éviter. En plus, tu respectes pas les trucs, enfin, tu respectes pas tes besoins. Enfin, en fait, il y a rien qui a aucun sens. Puis alors et puis, tu vois, moi, ce qui effectivement, le fait d'être allé aussi loin, la dépendance affective, moi, ça, elle a failli me tuer, quoi, au final. Et du coup, tu te dis: «Mais attends, quand même, j'ai un problème dans mon fonctionnement. Attends, ce truc-là, j'ai failli attends, j'en suis arrivé à croire que parce que j'avais été quitté, ma vie était terminée, je n'avais plus de raison de vivre, genre je n'existais qu'en étant, le compagnon de cette personne, en fait. Et du coup, je sais pas, je n'ai plus alors oui, effectivement, ça fait toujours un peu bizarre quand tu es en couple depuis très longtemps de revenir au statut de célibataire, c'est un statut social. Mais au-delà de ça, tu te dis, «Ouais, en fait, la vie m'intéresse plus», comme si voilà, il y avait que ça dans la vie. Et là mais tu vois, c'est absolument pas la faute et la responsabilité de la personne, tu vois? J'avais basé toute ma confiance en soi sur. C'était vraiment très ancré avec ma copine. Et j'étais à un stade où j'avais très confiance en moi. Et après la rupture, vraiment, j'étais au niveau zéro, mais c'était incroyable. Et je suis même retrouvé à sortir avec une fille pour me prouver qu'entre guillemets je pouvais, parce que vraiment, ma confiance en soi était à zéro, tu vois, genre j'étais pas sûr d'en être capable, je me comparais énormément aux gens. Au final, il s'est arrivé qu'on pouvait, c'était possible, on est sortis ensemble. Et cette relation, en plus, a été très mauvaise, parce que moi, ma première relation, c'était pas un coup de foudre. C'était en mode, au début, j'étais pas spécialement intéressé, j'ai jamais trouvé spécialement, genre, tu vois, j'ai jamais dit qu'elle était jolie, tu vois. Je la trouvais attirante physiquement, mais jamais j'aurais dit qu'elle est jolie de manière conventionnelle, tu vois. Et genre, c'est quelque chose qui est venu, tu vois. Et j'avais cette croyance que, du coup, ça pouvait venir avec tout le monde. Et du coup, j'ai essayé et j'ai vu que non. Il y a des gens avec qui ça marche pas, tu vois. Genre, tu pourras jamais être avec eux parce que ça colle pas, entre guillemets, tu vois. C'est pas sa faute, c'est pas ta faute, c'est juste ça matche pas.
Et ça, j'ai découvert ça déjà, ce qui était j'étais en mode waouh. Et j'ai eu toute cette phase aussi où j'étais en mode, où j'avais cette croyance que genre c'était mon âme sœur, tu vois? C'est vraiment et genre plein de mots à la con comme ça qui te détruisent, n'importe quoi. Bref, on a beaucoup divergé. On va peut-être clôturer sur ça, ça commence à faire long. On va te clôturer sur, la question du dernier invité, ce qui est marrant parce qu'elle tombe vraiment ça colle parfaitement avec tout ce que tu as dit. Je sais pas si toi tu crois au hasard, tu as déjà parlé du mot hasard dans tes rencontres? Moi je crois de moins en moins au hasard, Non plus. on est d'accord. Et justement il demandait: «Qu'est-ce que tu conseillerais pour, te remettre quand tu touches le fond?» Globalement, c'est tout ce qu'on a parlé. Écoutez tout l'épisode depuis le début, peut-être réécoutez-le. Peut-être que si tu pouvais faire un petit résumé de ce qui t'a aidé particulièrement? Alors des ressources extérieures, en vrai, moi je pense qu'on a tous en nous, une capacité de résilience, un petit soleil intérieur et un espace de bienveillance, de curiosité, d'empathie et il y a vraiment un travail en fait de pardonner, l'acceptation, c'est vraiment pour moi un des trucs clés et en fait, ouais, faut vraiment travailler d'abord, je pense en premier lieu un peu sur les croyances, sur tout ce qu'on te dit puisque voilà, typiquement après la rupture, tu vas te dire: «J'ai plus de valeur, je vaux plus rien, je suis plus rien». Je pense qu'il faut vraiment déjà commencer par être bienveillant avec soi-même et se pardonner soi-même et retravailler à s'aimer soi-même, en fait et se dire que ce genre de choses, c'est pas la fin du monde, quoi. Tu es toujours vivant, c'est des choses qui arrivent et il y a un truc triste à dire, mais ça fait grandir, en fait et la souffrance et les erreurs, enfin, les erreurs, c'est ça qui fait le plus apprendre, en fait. C'est parce que et plus tu t'es planté, j'ai envie de dire, plus tu auras appris, en fait et la souffrance fait grandir, en fait, parce qu'elle t'oblige, en fait, à t'interroger sur des choses qui sont dysfonctionnelles en toi, sur tu as des schémas, des façons de fonctionner qui sont tu peux ne pas être toxique, mais avoir un fonctionnement toxique, typiquement dans tes relations et ce qui est important, c'est d'avoir, je pense, l'ouverture et vraiment voilà, prendre ce temps de te questionner sur toi, d'essayer d'apprendre à te connecter, repartir aussi de tes qualités, de tes valeurs, des choses qui t'animent, en fait, dans la vie et tu les connais, en fait, tu les as toujours su un peu au fond de toi. Repars un peu de ça, reste pas dans l'inaction. Des fois, effectivement, quand tu as ces moments déprimés, tu vas rester au lit, tu fais plus rien et moins t'en fais. À un moment, il y a un petit moment, effectivement, il faut se forcer, faut se bouger un peu, faut commencer par faire des petites choses. L'action entraîne l'action et puis de toute façon, avec le temps, on se remet toujours, on finit toujours par aller mieux. Après, il y a pas de pouvoir magique du temps si tu fais rien non plus. Moi, je pense qu'il faut vraiment retourner vers des choses qui font plaisir, des passions, des activités, des petites choses concrètes qu'on sait qui nous font du bien. Et puis voilà, après, il y a des ressources qui existent, qu'on peut aller chercher. Mais vraiment, se pardonner aussi à soi et rester pas de pas rester trop dans la culpabilité. Arriver à se dire, bon, bah voilà, j'ai fait des erreurs, j'ai fait souffrir l'autre, j'ai fait des choses que je regrette, mais il faut que je me pardonne parce que si tant que je reste dans la culpabilité, j'arriverai pas à avancer en fait. Faut se pardonner. Enfin, dans la mesure où ce qu'on a fait n'est pas impardonnable, mais même bon, ça, ce serait même un vaste débat. Et voilà, se pardonner, pardonner à l'autre éventuellement aussi, et avancer en fait, et se reconstruire petit pas par petit pas, en repartant de ce qui nous anime, de ce qu'on a envie d'incarner. Et globalement, c'est un peu présent dans tout ce que tu dis, mais concrètement, prendre du recul. Toi, tu as vu les choses par différents prismes. Tu as notamment trouvé ce mot de dépendance affective. Tu as regardé des recherches, voir ce que les autres pensaient de ça. Et c'est tout con, mais voir que ça arrive à d'autres personnes, déjà ça peut aider. Moi, j'avais pas eu ce recul de regarder tout ça. Cette question de, j'aurais tout simplement pu me demander est-ce que ça existe les âmes sœurs, au lieu de rester sur mon idée de. Mais parce que, bon, ça arrangeait rien, mais j'étais en prépa, il n'y avait pas énormément de filles. J'avais rencontré personne d'autre qui m'avait créé des sentiments, tu vois. Et je m'étais resté enfermé dans cette croyance à la con. Donc voilà, comme ça, regarder d'autres prismes, regarder d'autres personnes. Il y a des professionnels qui peuvent aider aussi. Plein de choses à faire, mais c'est un très très vaste sujet. Plein de notions super que tu as abordées à mon de soi. Et, euh, et justement, ouais, tu parlais de passion. On va pas spécialement l'aborder parce que ça commence à faire long, mais toi, tu as un blog qui est super intéressant. Tu as écrit énormément de choses. C'est dingue tout le contenu que tu mets de manière gratuite. C'est structuré. Il y a plein de choses sur ceux qui aiment l'histoire. Ton compte Instagram, Histoire itinérante, il y a tous tes liens dessus. Je mettrai les liens de ton compte Instagram, de ton blog dans la description. On va clôturer sur ta question à toi, au prochain invité. J'ai envie de dire, comment accepter? Ça peut paraître très trivial et très basique comme question, mais comment accepter? Comment arriver à accepter? Accepter la perte, pour moi, c'est un des endroits, même encore maintenant, où je bloque, je trouve et arriver à accepter qu'il y a des choses qu'on peut pas changer en soi, qu'on peut pas changer les autres et comment finalement, on arrive à accepter, en fait, que les choses sont comme ça et qu'il y a des choses on peut rien y faire et
accepter ce qui a pu se passer et avancer. Moi, je sais pas, moi, je trouve que cette notion d'acceptation, c'est une des plus difficiles. Et peut-être que comme les gens qui viennent te voir ont eu des parcours où justement ils ont, je pense, dû passer par ces étapes, parce que je trouve qu'à un moment, il y a toujours quelque chose de l'ordre de l'acceptation. C'est vrai que c'est quelque chose de difficile. Après, peut-être que si peut-être d'ici ton prochain invité, je trouve quelque chose d'un peu plus précis. Non, c'est très bien. C'est un sujet qu'on a déjà abordé rapidement dans le deuxième épisode avec Dave, où justement il parlait de... Lui, il a eu un parcours où il n'a pas choisi son métier, sa filière. Il aurait voulu quelque chose de plus littéraire, il s'est retrouvé à faire quelque chose de plus informatique, plus scientifique. Et globalement, ce qu'on avait atteint, c'était que ta vie, elle est parfaite comme elle est aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé avant, ça t'a amené jusqu'à là. Comme ta vie, elle est parfaite maintenant, tout ce qui est avant est parfait aussi. Après, c'est ça, la notion d'accepter, c'est toujours difficile. C'est un peu... Il y a plein de contenu dessus. À un moment donné, il y a des mots qui vont faire écho avec toi. Pour moi, c'est accepter parce que je relie à plein de choses sur ma vision du sens de la vie. Ce qui est pour moi de l'ordre de la spiritualité, pas quelque chose qui doit être expliqué, mais quelque chose qui va être compris à un moment donné dans ta vie. Je pense que tu gardes cette question dans un coin et ça viendra après. Ou peut-être les ingrédients de l'acceptation, parce qu'effectivement, je serais totalement à ce que tu as dit, ce qui n'est pas quelque chose que je croyais il y a 3-4 ans, que tout arrive entre guillemets pour le mieux. C'est du Candide, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et effectivement, toutes ces épreuves, à chaque fois tu dis, je regarde le licenciement, bah oui, en fait, je suis tellement content que ce soit arrivé. Et même cette rupture, pour moi, elle était tellement, même si elle était tellement nécessaire et salutaire, il y avait tellement besoin de passer par cette souffrance pour que justement tu aies cette prise de conscience énorme qui se fasse à toi, et parce que tu avais besoin aussi de faire ce travail sur toi à un moment, tu as besoin d'être tout seul en relation pour vraiment travailler sur toi. S'il y a peut-être un dernier truc que j'ai pas cité, c'est l'intuition. C'est-à-dire que je distingue de l'impulsivité. Mais souvent, je pense qu'on est beaucoup à avoir ça, c'est cette petite intuition, ce petit instinct de se dire, là, je sens qu'il faut que je fasse ça, je sens un peu qu'il faut que j'aille là-bas. Et que c'est précieux de l'écouter, je pense, parce qu'en général, elle nous emmène au bon endroit. Ouais, et puis on avait abordé les hasards. Il y a des choses dans ta vie que tu pourras jamais expliquer, que tu as fait pour une raison que tu connais pas. Moi, le premier livre de développement personnel que j'ai lu, c'était sur l'intelligence émotionnelle, justement. Je sais toujours pas pourquoi je l'ai récupéré. J'avais jamais été intéressé par ça. Pour moi, j'étais très très loin de tout ça parce que j'étais beaucoup dans le rationnel. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Tu vois, après, il y a plein de rencontres dans ta vie qui arrivent, plein de choses qui fait que le hasard perd tout son sens. Et l'intuition, des fois, il y a des moments. Pour moi, le plus important, c'est d'être ouvert à ce qui arrive. Et ça, c'est vraiment beaucoup de travail déjà d'être ouvert à ce qui arrive. Et ben, on va clôturer sur ça. Merci pour ce super épisode. Premier épisode en présentiel. Ça fait vraiment quelque chose. C'était vraiment un super moment. On a été plutôt long, mais incroyable. Super intéressant. Merci beaucoup d'être venu partager ce moment avec moi. Merci Marius, c'est ravi d'avoir inauguré ce premier temps physique. C'était un plaisir.